J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mec, je crois que ça n'a pas enregistré. Ou pas, pourquoi tu parles dans le micro? Ouais, ça enregistre là. Là, ça enregistre. Bon, on a 1h. T'es à 13h30 ton rendez-vous? Ouais. On a 1h pile. Ça On te a va 1h pile. Ok, vas-y, on va recommencer. Allez. On explique ce qui s'est passé. J'ai pas appuyé sur lecture, on a parlé une demi-heure. Voilà. Donc c'est de la merde. Et c'était sympa. C'était trop cool, putain, c'était trop cool. Mais c'est de pas la merde. grave, on s'en fout. C'est pas grave. Du coup, Pana, salut. Ça va, tu vas bien? Ah, c'est Louis de la merde. Ouais, ça va. Oui, non, c'est la vie. Allez, c'est parti. Ok, salut. Tu sais qu'en vrai, je suis heureux parce que ça me permet de retirer toutes les blagues antisémites que j'ai dites. Je rigole, j'en ai fait aucune. Okay. Non, il n'en a fait aucune. Par contre, moi, ce que j'avais commencé, c'est en disant que t'avais une carrière en 5 ans qui était une carrière de personnes qui avaient 70 ans. T'as fait scène, télé, genre internet. T'as quand même une carrière genre quasiment aboutie à 19 ans. Ouais, alors, oui, mais en fait, déjà, internet, je le compte pas vraiment. Parce que en vrai, je fais partie de la génération qui a pu un peu sortir la tête de l'eau et découvrir plein de choses grâce à Internet. Oui. Donc Internet, je vois ça comme un tremplin et pas du tout comme une carrière ou un truc en soi. Ah, c'est qu'un tremplin. Ouais, ok. Ouais, je l'ai vu vraiment comme un tremplin. En fait, c'est comme quand t'es gamin et que tous les gamins sont filmés avec leur caméscope dès que leurs parents. Tu sais, tu vois toujours des interviews de gens du jardin qui disent quand j'avais 7 ans, je piquais le caméscope de mon père. Moi, c'est vraiment ça pour moi, Internet à l'époque, pour ma génération. Donc en fait, c'est vraiment un truc de kiff, on découvre, tu vois. C'est plus, ça nous a plus accompagnés pendant notre enfance que je vois ça comme une vraie catégorie. Enfin, ceux qui travaillent sur le web, genre Norman, Cyprien, les mecs qui sont sur le web, c'est évidemment un truc de carrière. Mais moi, j'ai vu ça vraiment comme un moyen de me tester, de connaître mes limites, de m'apprendre à me connaître, de regarder du porno, toutes ces choses-là qui sont importantes quand t'es gamin. Attends, parce qu'aujourd'hui, t'as quand même, avec le nombre d'abonnés que t'as, par exemple, etc., t'es quand même quasiment un média. Enfin, t'as une personnalité qui, si tu dis quelque chose, ça va être écouté ou entendu. Ouais, bon, je dis souvent de la merde, mais ça te fait quoi? C'est la télévision qui m'a apporté ça. C'est la télé plus. Ouais, c'est la télévision qui m'a apporté mes followers, etc. Là, donc mais ça te fait quoi de te dire que quand même en ton nom aujourd'hui, enfin tu vois, genre tu peux quand même être porteur d'un message, quoi? Et bah alors j'ai un peu de mal avec ça. En fait, ouais, je comprends. Tu vois, par exemple, on en parlait tout à l'heure, donc je vais devoir refaire comme si je rapportais ça sur le tapis, mais je travaille avec un humoriste qui s'appelle Fari. C'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier pour la scène, etc. Et il m'aide à monter mon spectacle. Et un des premier souci que Farid m'a dit, c'est que je souffre d'une sorte de manque de légitimité. Okay. C'est vrai que c'est un de mes vrais soucis. Et on parlait tout à l'heure de mon papa, de rapport à mon papa, qui est un vrai gars qui a fait énormément de choses dans sa vie, qui est un vrai héros, mais qui est quelqu'un qui a du mal à nous dire c'est bien ou je t'aime, etc. Du coup, on a toujours eu un petit manque de légitimité, tous mes frères, etc. Donc on a besoin de prouver plein de trucs et d'être très grandiloquent et d'être très relou, d'être le mec qu'on regarde tout le temps. Hey, regardez-moi, je suis là. Parce que juste en vrai, on se sent pas légitime nulle part. Bref. Et du coup, que ce soit sur scène, sur les réseaux ou autre, j'ai vraiment du mal à passer des messages premier degré ou à me revendiquer comme porteur de parole, porteur d'un truc. En fait, je déteste ça. J'ai juste envie de dire, hey les gars, je suis vraiment juste comme vous. Juste, je suis pas sûr de ce que je pense, je vous jure. Ouais, t'es pas sûr, mais t'as quand même un parcours qui aujourd'hui fait que t'as quand même réussi pas mal de choses assez ouf, quoi. Genre, enfin, je peux dire, genre, là, le fait d'être sur scène à 19 ans et de vouloir faire un spectacle et ensuite, enfin, c'est quand même. Bon, bref, on peut parler vite fait de ton expérience télé, dont après, on a déjà. Tu vois, la chance aussi que j'ai. En vrai, tout ça s'imbrique. C'est comme dirait Adib, c'est une poupée russe. Okay. Genre, la télévision, ça m'a apporté. Enfin, j'ai commencé par des petites interviews sur le web que je faisais avec ma petite webcam. J'étais en banlieue. Comment tu fais ça à 12 ans d'ailleurs? Comment t'as l'idée de faire ça? Alors, ok, on va revenir aux bases. Ok, je suis né parce que ma mère a fait l'amour avec mon père. Ah oui? Et, oui, persuadé. Mais je crois que c'était très rapide. Et du coup, quand j'étais gamin, c'était le SAV, tout ça. Il y avait Bref qui commençait, je crois. Il y avait Norman, il y avait le Palma Show à l'époque, Very Bad Black, tout ça. Et du coup, tous les jours avec mes potes, on kiffait l'humour. J'avais une bande de 4 potes. On était un crew et on s'appelait la SDA. On avait un crew, on avait un nom, la SDA, Seigneur des Anus. C'était vraiment un truc de beauf. Ah mon dieu, c'était un lycée de banlieue, mec. C'était un collège de banlieue, donc c'était honteux. Hein. Mais on avait trouvé ce jeu de mots, on était mort de rire, on s'est dit venez, on s'était fait des cartes de membres plastifiées, mec. T'en as encore une? Ouais, j'en ai encore une, je crois. Et bref, et du coup, avec tous nos potes, le matin, on disait à la récré, ouais, t'as vu l'épisode de Bref d'hier? Oh, ouais, putain, t'as vu, etc. Et d'ailleurs, c'est trop marrant de se dire que hier, je faisais un plateau avec Kian, ça n'a aucun sens, et qu'on est potes et qu'on va manger. Enfin, bref, c'est fucked up. Mais avec mes potes, on se disait, on kiffe trop, mais en fait, ce qui nous fait chier, c'est que
il y avait des pubs, il y a des trucs, on devait aller chercher sur chaque player la vidéo, truc, etc. Tu vois. Du coup, on s'est dit, venez, on se crée une page pour nous. Et dès qu'il y en a un qui voit une nouvelle vidéo qui sort, il la met sur la page, comme ça on a juste le soir à aller une seule fois sur une seule page et on peut regarder toutes les vidéos. Et en fait, on voulait une sorte de plateforme pour centraliser tous les trucs qui nous font marrer. Et après, moi, donc j'ai créé la page avec mes potes et tout. Et moi, je kiffais mettre des petits making-of. Tu sais, quand Kian il sortait un making-of de Bref, quand le SAV il y avait une interview, je le mettais sur la page, tu vois. Et en fait, on se disait toujours, putain, les interviews c'est toujours chiant. Genre, alors Omar, comment vous avez rencontré Fred? Pourquoi vous travaillez? On s'en bat les couilles, nous on veut juste savoir qu'est-ce que tu manges, Omar. Et tu manges quoi le midi, Omar? Franchement. Et du coup, on se disait, putain. Et je te jure, je me suis dit, mais les gars, on a une page. Tout notre collège, il avait plus ou moins liké la page, donc on était genre à 400-500 likes, tu vois. Et j'étais en mode, les gars, venez, on essaie de les interviewer. Et du coup, j'envoyais des messages avec la page, avec mon compte, pardon, j'envoyais des messages copier-coller. Salut, j'ai 11 ans, je fais des petites interviews sur le web avec des amis pour une page, est-ce que ça t'intéresse? Je l'envoie à plein de gars, 6 mois, au bout de 6 mois, aucune réponse. Je crois que j'ai envoyé. La dernière fois, j'ai compté genre c'est pas 200 messages, un truc dans le genre. Et le premier qui m'a répondu, c'est Baptiste Lambert, de 10 minutes à perdre, qui m'a dit envoie-moi tes questions, je lui envoie. Et il me dit non, par contre, viens à Paris pour que j'y réponde devant une caméra. Et j'étais en mode wouah, c'est fait, c'est parti. C'est comme ça que ça s'est lancé, en gros. Et du coup, j'ai rencontré pas mal de gens. Et franchement, j'étais un gamin un peu cool, marrant, pas trop timide et tout. Donc, du coup, il m'aimait bien, tu vois. Donc, il m'invitait à des soirées, des trucs, ça les faisait marrer, tu vois. Il faisait une soirée, je me souviens, c'était une soirée sur une péniche avec. Il y avait le Golden Show, je sais pas si tu te souviens de ça. Non. Poulpe, Davy et tout. Oui, il y avait, bien sûr, il y avait Golden Katsuni. Moustache, bien et sûr, juste, ils se sont dit, il y a Katsuni, il faut qu'on l'invite. Et du coup, c'était trop marrant. Il m'invite et il me présente Katsuni. Et moi, j'étais en mode, je la connais, je commence à me branler sur elle. Et j'étais en mode, elle est devant WAM. T'imagines un gamin de 11 ans, tu lui mets son actrice porno favorite devant ses yeux. Et je te jure que je pétais un câble. C'est un tournant, ça, dans une vie. Ah figure-toi que depuis j'ai les tétons qui pointent depuis cette ça n'a jamais tombé, ça ne s'est jamais arrêté depuis mes 11 ans, j'ai mes tétons qui pointent. Bref, et du coup, tu sais, j'ai rencontré des gens et c'est là que j'ai rencontré Alex Lutz, entre autres, pas cette soirée, hein. Il va pas des soirées avec Katsuni, je pense, mais à une autre soirée, j'ai rencontré Alex Lutz et il m'a dit écoute, j'aime bien ce que tu fais, il y a un casting qui se fait bientôt pour le Petit Journal, est-ce que ça te tente? Je suis venu sur le casting, j'ai fait de la télé comme ça. Et ma chance aussi, c'est ce que je te disais, à la limite, le seul, parce qu'il y a des gens qui me disaient oui, quand vous avez quitté la télé, enfin vous avez été repéré parce que vous aviez un talent et tout. Non, je pense que mon seul talent c'était d'être un peu cool. Et du coup, les gens, ils parlaient de WAM à d'autres en mode j'ai rencontré un gamin cool. Et c'est vraiment ma chance, ça a été ça. Oui, mais t'as une maturité d'être cool assez tôt, parce que moi, à ton âge, j'étais pas cool, par exemple. Tu vois, genre le fait d'être cool à ton âge, c'est déjà un talent. Alors, on va en discuter parce que c'est un truc que j'essaie d'écrire en ce moment sur scène. Et c'est du fait que j'étais vraiment pas cool quand j'étais gamin. On va en parler. Il y a un entre-deux. J'étais cool dans mes relations avec les gens, mais moi, ce que je faisais, c'était vraiment pas cool. Bref. Et du coup, à la télévision, j'ai rencontré des gens. Entre autres Farid, tout ça, ça m'a aidé à rencontrer cette team-là. Et du coup, ceux avec qui je travaille sur scène, c'est des mecs qui ont 10 ans d'expérience, qui sont très très forts et tout. Du coup, en vrai, ma vraie chance, c'est que j'ai commencé, j'ai commencé. En vrai, c'est comme si j'avais 2 ans de stand-up dans les pattes, alors que ça fait 6 mois que je suis sur scène. Juste parce que je traîne avec des mecs qui m'ont fait comprendre des choses très vite et tout. Donc c'est ça ma chance. En vrai, ma vraie chance, c'est que je suis porté par des gens qui sont très forts et qui sont très expérimentés. En fait, toute ma vie, j'ai bluffé. Toute ma vie, je fais genre, je sais faire des trucs, alors que j'ai découvert le tiramisu il y a 6 mois. Je te jure que j'ai mangé mon premier tiramisu il y a 6 mois. Je bluffe toute ma vie, je fais genre, je sais faire des trucs. Je croyais pas trop jusqu'au tiramisu, et tiramisu, ça m'a convaincu. Je te jure, la dernière fois, il y a un pote, il y a 3 mois, il me dit, va garer ma voiture, il me jette ses clés, moi j'étais en mode oui, et il part, et j'étais dans la voiture, j'étais en mode, je sais pas conduire. Pourquoi je dis oui? Je fais genre, je sais faire des trucs. Non, la première fois que je suis monté sur scène, c'était à l'Olympia, mec. J'ai fait 4 minutes. J'ai fait 4 minutes à l'Olympia, ça n'a pas aucun sens. Et je te jure, mon producteur, mon manager de l'époque, avant que j'arrive à la télé, ça faisait genre 6 mois que j'étais à la télé, donc j'avais un manager, et il m'a dit écoute, vas-y, tu peux le faire et tout. Et moi j'ai dit mais oui, évidemment que je peux le faire. Et en vrai, dès que la réunion s'est terminée, je suis en mode mais je peux pas le faire. Bah oui. Je peux pas le faire, je peux pas parler à 1200 personnes. Et ça s'est passé, tu vois, ça s'est fait, mais enfin c'est que du bluff. C'est toujours une accumulation de ça. Moi, ok, forcément qu'à un moment donné, l'Olympia 4 minutes pour la première scène, c'est effectivement très étonnant. Mais t'as saisi ta chance à chaque fois, quoi. T'as pas dit non et tu t'es pas dégonflé non plus, donc c'est quand même quelque chose qui. Alors tu vois, on en a parlé un petit peu avant, mais avant on va dire que c'était en off. Ouais, c'était entre nous. Écoute, je fais souvent ça, genre je fais des fausses interviews au début pour mettre les mecs mal à l'aise et ensuite on peut discuter vraiment. Parfait, nickel. Mais en plus c'était un peu plus sensuel, je trouve, avant. Mais du coup, l'idée c'était que ça vient aussi à chaque fois, faut reparler quand même un peu de la structure familiale et de la famille, parce que ça a été une dichotomie entre un père un peu dur et une mère qui te dit d'y aller, et les deux en même temps te poussent à être créatif. Alors, je vais pas bluffer, dichotomie, je sais pas. C'est la séparation de deux choses, quoi. C'est clivant, quoi. Ouais, exactement. Mais en gros, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple,
ton père quand il doit t'amener un jour à Paris, enfin faut quand même la raconter cette anecdote. Je l'ai raconté tout à l'heure. Elle est trop cool. En fait, je te parlais que des fois je sais que par exemple je sais que j'ai une tête à claque. Je sais que j'ai un côté un peu je peux avoir un côté un peu prétentieux qui en vrai c'est pas du tout de la prétention. Ouais, t'es en méga costume devant moi. Je suis en costume devant toi avec les jambes croisées, c'est vrai que là je suis prétentieux. Avec une coupe de promoteur de boîte de nuit. Ah oui, j'ai une coupe de promoteur de boîte de nuit, putain de merde. Mais et en fait, je sais que j'ai une sorte de narcissisme, Tu parles comme Jamel maintenant. Ouais, exactement. J'essaie de fonctionner sur scène, mec, écoute. Et je sais qu'on est 6 dans ma famille, on l'a tous plus ou moins. On a besoin de prouver qu'on fait des choses, on a besoin de dire. Tu vois, par exemple, on fait du name dropping. Farid, il me calme tout le temps là-dessus. J'ai cette habitude-là de dire, tu sais, on parle d'un gars et il se dit, putain, tu sais que je le connais. Et il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, merde, je sais pas pourquoi. Et j'essaie de gommer ce truc-là, mais c'est juste parce que on a besoin de prouver des trucs et c'est entre autres dû au fait que notre papa nous a jamais dit c'est bien. Tu sais, alors que. La première anecdote, je pense qu'il faut que je commence par ça. C'est quand je suis arrivé à la télévision à 17 ans, parce que je faisais des petites interviews sur le web, c'est vraiment. Bref, j'étais content d'arriver à la télé à 17 ans quand même, et dans une des émissions les plus importantes pour ma génération. Et je rentre après l'émission à la télé chez moi, et il y a ma maman qui m'attend en banlieue, tu sais, à Ivry, près d'Evry, à Bondoufle. Et il y a ma maman qui m'attend en robe de chambre, et elle me dit, oh putain. Oh, trop bien, je suis trop fier, elle me fait un petit câlin, elle va se coucher, tu vois. Et puis là, je rentre dans le salon pour manger, et là, il y a mon papa qui est là et qui me dit, écoute, j'ai regardé l'émission, tu regardes trop en l'air en plateau, t'as une tête de con. C'est dur, hein. Première fois. Et il va se coucher. Et je te jure, j'ai mangé seul des raviolis comme ça que j'ai réchauffé au micro-ondes, en me disant, bon, bah écoute, le chemin est encore à faire. Et t'as lycée demain. Et m'a dit, hein? Et tu vas au lycée le lendemain, quoi. Ouais, c'est vraiment, au lycée le lendemain. Ça doit être improbable ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Bah c'était bizarre de passer le bac et en même temps d'être à la télé. C'est bizarre. Je me souviens, le truc le plus bizarre, c'est qu'un matin, je suis parti de mes cours à 10h. Non, je suis parti de mes cours à 10h. Je suis arrivé à Paris à 11h pour un défilé Chanel, je crois. Et j'ai interviewé Karl Lagerfeld. Ouais. J'ai rencontré Cara Delevingne, Anna Wintour. J'ai interviewé un peu Anna Wintour. Je me suis fait draguer par une mannequin de chez Chanel qui d'ailleurs, on l'a mis dans l'émission. C'était tellement marrant. Je lui dis, je peux avoir un bisou? Et elle me dit, tu le veux où? Dis-moi, n'importe où. Et j'étais en mode, ouah, j'ai 17 ans, tu peux pas me dire ça? Mais tes temps ils pointent déjà depuis que j'ai rencontré Katsuni, mais alors là. Et bref, et ça se termine à midi. À 13h, je retourne en cours et j'ai un DST de 4h en maths. Et je te jure que j'ai 4 heures en maths. Je viens de me faire guédra par une meuf méga fraîche qui a des millions de followers sur Insta. J'ai interviewé Karl Lagerfeld et là je dois me concentrer sur ce cube-là peut comporter 17 litres d'eau. On a la note de ce test de maths ou pas? Je crois que j'avais genre un 7 sur 20. Non, tu pouvais pas avoir plus. Mais j'ai eu une longue érection. Voilà. Pendant le test. Mais bref, c'était très bizarre. Et du coup, j'ai un papa qui nous aime beaucoup, etc. mais qui sait pas trop forcément le dire. Et je pense comme beaucoup de papas de cette génération. Mon papa il a plus de 60 ans et un des premiers trucs qui est un peu marrant, qui montre un peu son éducation avec nous, c'est que quand j'avais 11 ans, je devais aller interviewer Vincent McDoom. On ne juge pas, ok. Je devais mais ça c'est marrant quoi, comment tu... Enfin ouais, ok, vas-y. Mais alors figure-toi qu'une fois que j'ai interviewé Vincent McDoom, ça a été un tournant dans ma vie scolaire. Ok. C'était compliqué de dire, hey Thibaut, tu lâches mon sac. Et lui il me disait, bah t'as interviewé Vincent McDoom. Et je disais, ouais effectivement, garde mon sac. Écoute. Mais et non, j'étais allé interviewer Vincent McDoom à Paris et c'était la 3e interview, je crois, ou 2e interview. Donc j'avais un peu rodé le truc et là je pouvais y aller seul cette fois-ci et poser ma petite caméra et tout. Sauf qu'il n'y avait pas de RER pour aller à Paris parce que j'habite en banlieue. Et du coup, il y avait une grève et je dis à mon papa, merde, mon interview c'est dans 2 heures, est-ce que tu peux m'emmener à Paris s'il te plaît? Et il me dit, non, appelle un taxi. Et je dis, bah alors, déjà ça va me coûter 60 €, je les ai pas. Et puis j'ai 12 ans en fait, j'ai 11 ans et demi, tu peux pas me faire ça, je peux pas prendre des taxis à 11 ans et demi, ça n'a aucun sens. Et du coup, il m'emmène à Paris, il craque, il m'emmène à Paris. Et on fait l'interview, tout se passe bien. Et je rentre, et genre c'était en octobre, et quelques mois plus tard c'est Noël. Et à Noël, comme chaque année, mon père il nous offre genre 20 balles dans une enveloppe, parce qu'il s'en fout un peu des cadeaux, tout ça. Et là j'ouvre mon enveloppe, et moi j'ai 60 balles. Et déjà, premier réflexe, je le cache de mes frères. Tu sais, en mode, s'ils le savent, ils vont me niquer ma race. Okay. Et je regarde, j'ai 60 balles, et je suis en mode, waouh, c'est incroyable. Et là il vient me voir, mon père, et il me dit dans l'oreille, tu te souviens la fois où je t'ai emmené à Paris? Si t'avais pris un taxi, ça t'aurait coûté combien? Et moi je dis, bah je sais pas, 50, 60 €. Et il reprend mes 60 €, il se les met dans sa poche. C'est ouf. Et j'ai rien eu à Noël. Et j'en ai rediscuté quelques années plus tard avec mon frère, et il me disait, mais t'étais énervé ce soir-là ou pas? Et je lui dis, bah oui, j'étais énervé.
Et il m'a dit mais c'est parce que t'avais perdu ton cadeau de Noël devant tes yeux. Je lui dis non, j'étais énervé parce que ça m'est revenu au même prix qu'un taxi. Du coup j'aurais pu prendre un taxi à l'époque, ok. Parce que déjà un taxi te pose pas de questions gênantes sur ta sexualité pendant qu'il conduit. Du style et sinon cette Laetitia dont j'entends parler tu l'as hein. Non papa non. Et un taxi il a pas une Fiat Panda putain de merde, ok. T'as le numéro de Katsuni s'il te plaît genre. Ouais c'est ça exactement. Et un taxi déjà il sort pas avec ta mère, ok déjà. Et non bref c'était on a été éduqué un peu comme ça à toujours devoir dire papa regarde on a fait ça s'il te plaît, t'aimes bien ça ou pas. Mais du coup t'as pu partager avec tes darons quand même des moments type, enfin je veux dire par exemple quand tu quittes la télé, quitter quotidien qui est le show dont tu rêvais d'aller et c'est toi qui, enfin je veux dire c'est des entre guillemets des décisions d'adultes quoi, tu vois, c'est des décisions qui doivent, il y a beaucoup, c'est pas si simple que ça, c'est pas tout blanc ou tout noir, à mon avis ça a été une longue discussion, ça a été un truc j'en ai vraiment réfléchi pendant genre 2-3 mois. Voilà, et du coup c'est ce genre de décision à prendre. T'as quel âge, à 18-19 ans à ce moment-là, 18 ans? J'ai 18 ans ouais. C'est une décision, enfin par exemple j'en suis quasiment persuadé qu'à 18 ans je n'étais pas capable d'avoir, enfin déjà le fait que Zidane ait perdu la Coupe du Monde 2006, j'ai l'impression que c'est le plus gros truc qui me soit arrivé dans ma vie et dans mon enfance. Et toi à ce moment-là tu dois prendre la décision de quitter la télé, de quitter un poste, de quitter c'est très sérieux quoi, genre à 18 ans. Comment t'abordes ce genre de réflexion à cet âge-là? Bah en fait je pense que ça va faire très fils de pute ce que je vais dire, mais en vrai j'ai pas l'impression d'avoir cet âge-là. On en discutait tout à l'heure, dans ma tête j'ai vraiment 30 ans, je suis vraiment un petit vieux. Ça faisait 2 mois que j'étais pas allé en soirée. Avant-hier il y a des amis qui m'ont invité à une soirée, je te jure que les gens dansaient, j'étais en mode je veux pas faire ça moi. Là je veux me poser, regarder un film et me coucher. Bref, j'ai vraiment l'impression d'être un petit vieux, donc déjà je pense pas que enfin j'ai l'impression que ça j'avais pas un prisme d'enfance sur cette prise de décision. Déjà j'avais plus un prisme d'adulte en mode qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma carrière si j'en ai une un jour, qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer comme image aux gens, qu'est-ce que je pense de mon image, qu'est-ce que je pense de moi, et je me souviens que j'avais fait une interview quand j'étais tout petit, enfin j'avais donné une interview quand j'étais arrivé à la télévision pour un magazine près de chez moi, genre en mode un jeune bondouflois, la commune juste à côté est pris chez Yann Barthès, et je me souviens qu'à la fin de l'interview il m'avait dit comment vous comptez gérer votre carrière et tout, et je me souviens que j'ai relu l'interview, et l'interview à la fin je disais je vais essayer de réfléchir en fonction de ce que j'ai envie de faire et pas en fonction de ce qu'on me propose. Et genre et du coup en repensant à ça genre 2 ans plus tard après que tu vois je m'étais dit genre j'allais avoir 19 ans et je me suis dit en fait faut que je tienne ce code moral. On en discutait beaucoup avec Adib Al-Khalidé qui est un humoriste qui va bientôt arriver dans le Café Holocène je crois en septembre. Et qui est très très marrant, allez le voir, allez le suivre sur ses réseaux, et qui est un ami à moi. Et Adib, on parlait beaucoup du code moral, à quel point c'est important d'être fidèle à son code moral. Et du coup là je commençais, si je continuais à la télévision, j'étais plus dans mon code moral qui était fais ce que tu as envie de faire. Dans un premier temps, il faut que tu kiffes plutôt que de penser à gagner des sous, parce que c'est vrai que tu gagnes pas mal de sous à la télévision. C'était pas incroyable, mais je gagnais pas mal de sous. Pour un gamin de mon âge, c'était incroyable, mais et aussi être un peu connu, connu dans la rue. C'est ça. Parce qu'en vrai, de vrai, c'est horrible ce que je vais dire, mais il y a je vais chez le dermato, ils m'offrent des crèmes, je te jure, c'est nul. c'est pas le côté le plus chiant. Ouais, bon, j'allais plus dire, il y a des meufs qui te pécho, enfin c'est pas le truc le plus chiant non plus. C'est pas le truc le plus chiant. Ouais, mais je te jure, l'hélico, enfin genre je te jure, bref, t'as un confort quand t'es à la télévision, il y a un confort que là j'ai perdu. Je suis venu en métro te voir et voilà, et je suis en colocation maintenant parce que je peux plus me payer un appart comme avant. Enfin bref, toutes ces décisions là, j'en étais conscient quand j'ai pris la décision de quitter la télévision. Et en fait, je voulais juste quitter la télévision parce que, entre autres, le flux ne me convenait pas. Parce que la télévision, c'est du flux, c'est-à-dire que entre le moment où on a l'idée de faire la chronique et le moment où la chronique est diffusée devant 1,2 million de personnes, t'as 1 jour et demi ou 2 jours, ce qui n'a aucun sens. Tu peux pas peaufiner tes trucs, tu dois balancer. C'est l'immédiat, la phrase clé de la télé, c'est le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est vraiment la phrase clé de la télévision. Donc voilà, c'était très compliqué. Moi, j'étais à un âge où je voulais. Je suis toujours en éveil artistique, c'est-à-dire que je découvre encore des trucs artistiques que j'ai envie de faire. Ça se trouve dans 2 mois je vais me commencer à kiffer à peindre, tu vois. Je sais pas, mais du coup la télévision là j'étais en mode ok je kiffe faire ça, mais je peux pas évoluer parce que je peux pas vraiment le peaufiner. Du coup, en vrai, la télévision, c'est très compliqué de faire un produit très peaufiné. Tu vois, De Dienne, par exemple, c'était incroyable ce qu'il faisait parce que c'était du texte et qu'il n'y avait pas de truc de tournage et tout. Et c'était magnifique. Je dis pas que c'est simple ce qu'il fait, c'est très compliqué parce que ça peut paraître genre, moi, si j'avais que du texte, ça aurait été aussi bien que lui. Pas du tout, au contraire. Mais je dis juste que
il y a très peu c'est l'exception qui confirme la règle que tu peux faire des trucs très, très quali à la télévision. En fait, souvent, quand t'as très peu de temps dans ces émissions de flux, bah, c'est pas ouf, tu vois. Bah, ouais, et surtout que toi, avec cette envie que t'as depuis longtemps d'être réalisateur, c'est un peu l'opposé de la réalisation en fait. La réalisation, c'est peaufiner son bébé. Je te jure qu'il y a des chroniques, mec, on avait des trucs tellement tarés en tête et qu'on n'a pas pu les faire, on n'a pas eu le temps et tout, c'était horrible. T'as beaucoup de limitations. Parce que comme on dit, en fait, comme tu disais, en fait, c'est le stand-up. Donc là, parce que t'arrêtes la télé, et là, du coup, t'en arrives quand même à, je te dis, ce que je pense en tout cas, un des trucs les plus exigeants et l'une des disciplines les plus ingrates entre guillemets. C'est ingrat de ouf parce que c'est tous les jours. Tout le monde se dit c'est très facile. C'est tous les jours sans rien et sans week-end, sans rien, et juste pour avoir quelques petits rires au bout de 2 ans et de vouloir jeter tous tes textes tellement t'en es pas content. Donc c'est très ingrat, et toi tu te dis bah ok, go là-dedans quoi, genre et du coup c'est Farid qui t'a amené vers le stand-up à la base. Mais est-ce que tu prends goût, est-ce que là maintenant quand on t'appelle sur scène et que tu prends le micro, ce truc de prendre le micro et de faire rire des gens, ça devient un truc quand même qui ouais, ça y est là. Ouais. Ça, alors figure-toi que ça s'est débloqué il y a 2 semaines. Ah oui. Là, avant t'avais pas ça? Bah parce que je commence à faire mon 30 minutes là. Ouais. Bah d'ailleurs petit instant promo, on en fait un le 14 mars normalement. Exactement, on en fait ensemble. Et donc venez à 20h, mercredi à 20h, le 14 mars. Et 30 minutes Louis Dubourg, 30 minutes Panayotis et 5 minutes de chauve de Merwan sûrement. Non, je pense que ce sera Watt si ça te va. Ouais, très bien. Mais bref, et les mecs ils sont en train de dealer leur truc alors que des gens écoutent. Et sinon, tu sais si je peux te piquer ton pantalon bleu? Tu me dis, attends, tu rigoles évidemment. Parfait, nickel. Et c'est vrai que le stand-up, je sais pas si c'est ingrat. En fait, ce que je trouve le plus ingrat, c'est que 6 mois avant que Farid me ramène sur scène, j'étais allé au Paname avec des potes et je regardais ça et je me disais, c'est tellement simple. Et tout le monde se pensait ça. Tout le monde pense ça dans la salle. Il y a tellement de mecs. C'est pour ça qu'entre autres, il y a des mecs qui se permettent de faire des blagues dans le public parce qu'ils se disent, quand je veux, je peux. Ouais, c'est ça, c'est chaud. Et en fait, tellement pas, mec. Tellement pas. Faut avoir fait un 23h45 un vendredi au Paname pour savoir que pas du tout quoi. Genre, voir les yeux des gens qui te regardent en mode mec on t'aime pas et on veut pas rigoler à tes blagues. C'est tellement dur. Mais c'est intéressant. Et là du coup il y a 2 semaines j'ai débloqué ce truc de en fait j'ai compris que t'es légitime à partir du moment où tu te dis que t'es légitime. C'est tellement simple de ça. Et c'est tellement simple. Et en vrai du coup t'es marrant à partir du moment où tu laisses aucune autre possibilité que bah je suis marrant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et quand t'arrives sur scène, les gens faut qu'ils se disent il est marrant. Et peu importe ce que tu dis, les gens ils doivent juste se dire bah on doit rigoler parce que je te rappelle qu'il est marrant. Et en fait ce truc là c'est tellement du mental. Quand t'arrives sur scène, si juste à un moment tu doutes en te disant merde peut-être que je suis pas marrant ou que ça c'est pas marrant, les gens ils se disent ah ouais il est pas marrant, vas-y casse-toi bâtard. Exactement. Alors que si tu te dis mais là j'ai fait de la merde, tu vois, tu parles du fait que les gens étaient gentils, mais en fait les gens ils sont pas si gentils que ça, parce qu'ils sont aux aguets on a discuté tout à l'heure. Bâtard, non en vrai c'est pas ça, c'est juste une sortie de zone de confort. Encore on en discutait tout à l'heure. En gros la question que Louis me posait tout à l'heure c'était est-ce que moi je veux devenir réalisateur, et il me disait est-ce que la télévision et le stand-up ça a été des étapes vers la réalisation, et je répondais que la télévision ça n'a pas été réfléchi mais le stand-up quand je me suis engagé dedans et que je me suis dit ok je vais y passer toutes mes soirées, je me suis dit ça va beaucoup m'aider aussi pour la réalisation, donc ça c'était plus vu comme une étape. Et la télévision je disais que ma chance c'est que je travaille avec les gens dans la rue, et du coup ça m'a fait rencontrer des milliers de personnes, que ce soit Karl Lagerfeld ou Didier le responsable de sécurité du camping d'Arcachon, et les deux je les ai rencontrés, et des milliers de personnes, et j'ai compris que 99% des gens sont gentils. En vrai c'est niais mais c'est ça, les cons ou les méchants ou les bâtards c'est juste des gentils sortis de leur zone de confort. Ça j'adore cette théorie. Et je te jure, et du coup c'est incroyable d'arriver à calmer les gens et à leur dire regarde, viens ensemble, on rentre dans ta zone de confort. Et c'est là où les gens sont le mieux. C'est pour ça que en fait il faut voir la zone de confort, le cercle concentrique qui fait qu'on a à peu près la même. C'est un peu. Mais c'est dur ça. Parce que tout le monde a une zone de confort différente, et du coup ce qui est la zone de confort de l'un c'est hors de la zone de confort de l'autre. Ouais, mais d'un autre côté tu peux tous les ramener. Tu vois par exemple si les gens sont, tu vois il y a des gens qui sont méchants quand tu fais des trucs pas marrants. Ouais. Et en vrai ils ont envie de te soutenir. La plupart des gens ils sont mais tu sais c'est quoi qui les rend mal à l'aise, c'est merde le mec il fonctionne pas, je suis gêné. Et c'est ça qui les sort de leur zone de confort, c'est merde je voulais passer une soirée normale où un mec me fait rire, et là d'un seul coup il fait une blague qui a pas fonctionné, et du coup j'ai honte pour lui, j'ai de la gêne, et en fait c'est une sortie de zone de confort. Tu vois ce que je veux dire? Alors et ils sont pas du tout méchants, mais du coup ils peuvent l'exprimer par genre un rire. Tu sais des fois tu fais une blague qui fonctionne pas. Moi je me souviens j'ai fait un de mes deuxièmes 30-30
Donc j'ai fait 30 minutes. À un moment, j'ai perdu les gens. Mais genre vraiment sale. C'est long à la traversée du désert pendant un 30-30. Et j'ai fait 15 minutes de blanc. Ok. Ouais. Et je suis pas sorti. Farid m'a dit putain, pourquoi t'es resté? Je lui ai dit parce que je voulais que ce soit un Faut 30. le vivre. Okay. Ouais. Et genre, et je me souviens qu'à la fin, j'avais des rires de moquerie. Ah oui. Et en vrai, c'est juste une sortie de zone de confort. Les gens, ils arrivent plus à retenir la gêne en eux. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font t'as vu comment il est nul? Ils ont juste, exactement. Ils ont juste besoin de le communiquer, de le sortir. C'est juste des gentils sortis de leur zone de confort. Bref. Et donc, ça m'a appris ça pour la réalisation. La télévision, ça m'a aussi appris à raconter des gens. Ça m'a donné l'envie de raconter des gens, en tout cas, et de comprendre que chaque histoire est intéressante. Et après le stand-up, ce qui est intéressant, et on en discutait tout à l'heure aussi, c'est que je sais pas quelle est ta vision du stand-up, mais pour moi, le stand-up, en gros, quand tu vas ramener une idée sur scène, quand tu vas dire un truc sur scène et que t'es stand-upper, ou même pas, peu importe, quand tu dis un truc devant des gens, c'est que tu trouves que c'est intéressant. Si t'es à un dîner et que d'un seul coup tu dis excusez-moi, mais vous avez vu que le prix du pétrole, c'est que tu trouves que c'est pertinent. Pareil pour la scène, quand t'arrives sur scène et que tu veux dire un truc marrant, c'est que ça te fait rire toi. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est incroyable à se dire, mais si c'est marrant pour toi, c'est que c'est marrant. Ouais. Sauf que là où c'est fort, c'est qu'il faut mettre les gens dans ta tête pour qu'ils comprennent pourquoi toi ça te fait marrer. C'est ça qui est compliqué. Le vrai stand-up, en vrai, écrire des vannes, tout le monde peut le faire. Juste, ce qui est l'art le plus compliqué du stand-up, je trouve, c'est essayer de mettre les gens dans son cerveau. C'est essayer de raccourcir le chemin et le trajet entre le cerveau du stand-upper et le cerveau des gens dans la salle. Essayer de leur faire croire pendant un instant que leur cerveau, c'est le tien. C'est ça qui est ouf. Roman Fressinet, qui est un humoriste, je sais pas si tu l'as reçu. Ouais, tu l'as reçu. Si, bien sûr. Et Roman, c'est ça où il est fort. Il arrive à te ramener des théories incroyables sur scène et à mettre tellement les gens dans son cerveau que les gens ils rigolent en mode mais j'ai toujours pensé ça de ma vie. Alors que non, tu t'arrives même pas à c'est impossible. Tu peux pas concevoir qu'un cachalot il parle déjà. Ça n'a aucun sens. T'as raison. Et la réalisation, c'est la même chose. Alors la réalisation c'est la même chose. Déjà pour revenir sur le stand-up quand même, moi je vois exactement ce que tu veux dire, mais dans le sens où moi, pareil, j'ai compris ça très tard, le fait qu'en fait, il faut que les gens rentrent dans mon cerveau. Et moi, en fait, à la base, j'ai une grosse passion du stand-up qui est très, très, très forte. Et du coup, en fait, moi, j'ai passé beaucoup de temps à jouer au stand-upper, en fait. Tu vois, genre j'arrivais avec mon micro et puis j'avais des bonnes petites blagues que j'avais écrites un peu et puis je connais tellement ça et en fait j'ai vraiment eu un tournant il y a quelques mois en mode ouais mais non là Louis il faut que tu sois toi-même. Enfin qu'est-ce que tu veux raconter? Ouais exactement. Et du coup je sens le tournant donc ramener les gens dans ta tête dans ta tête, je trouve que c'est très intéressant comme notion. Je l'avais jamais imaginé comme ça mais ouais il y a vraiment de ça C'est le côté en fait plus tu vas être naturel, plus les gens vont être avec toi, plus tu pourras essayer de les faire rire quoi. Et il y a moi que je vois surtout dans le stand-up, c'est une démarche d'honnêteté en fait à la base. Il y a un côté c'est les gens les plus honnêtes qui finiront par aller plus loin. Louis C.K. je te jure qu'il y a des beats qu'il fait et je regarde et je me dis mais c'est triste, tout le monde rigole mais c'est triste. Il est en train de dire que quand il est en tournée il passe sa journée dans sa piole à se branler, à manger des wings et à manger de la... C'est tellement triste. C'est exactement ça. C'est sûr que c'est tellement honnête et il le dit et les gens sont morts de rire. C'est juste de l'honnêteté pure. Comme disait Woody Allen, c'est tragédie plus time quoi. Tragédie plus temps égale comédie. Ouais. Mais n'importe quelle tragédie. Et du coup, effectivement, on allait faire le parallèle avec le réalisateur. Le réalisateur, c'est vraiment créer une formule d'une heure et demie parce que c'est Frank Capra qui disait de toute façon, on pourra jamais égaler le cinéma en termes d'art parce que c'est le seul art où tu mets 100 personnes dans une salle noire pendant 1h30 et tu leur diffuses ton message. Je sais pas si t'as lu Hollywood Stories d'ailleurs de Frank Capra. Absolument pas. C'est sa autobiographie et si t'aimes la réalisation, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu moi, genre vraiment je te conseille de le lire. De ouf. Et du coup parce que toi effectivement donc la réalisation c'est le truc c'est le bout la fin du jeu pour toi la réalisation. Ouais, exactement. Alors comme je te dis vraiment je suis en période d'éveil artistique donc ça se trouve je vais vraiment découvrir qu'en fait je veux faire du diabolo mais ça serait drôle ça. Ça serait étonnant. Mais j'irais à Pyongyang faire des compétitions, ce serait incroyable. C'est possible, hein. Je sais pas si c'est raciste de dire Pyongyang. Juste Diabolo, je pense à des Chinois, c'est raciste. Ok, c'est raciste. C'est pas bon, non. Mais on est d'accord. Pyongyang, c'est Corée du Nord. Pyongyang ? Ouais. Ah bon ? Ouais, je crois que c'est la capitale de la Corée du Nord. Ouais, donc c'est vraiment raciste. J'ai confondu tous les Asiatiques. Tous les Asiatiques et toutes leurs disciplines. Ouais, toutes leurs disciplines. Du Diabolo en kimono. Pyongyang, ouais, c'est les Asiates, ça. Donc, bref. Non, le rapport entre stand-up et réalisation, évidemment, c'est que je trouve que, pareil, quand tu racontes un truc, déjà un film, c'est incroyable parce que t'as 1 an et demi de taf, ok ? Si ce n'est 3 ans, parce que entre l'idée et le moment que tu développes le scénar et tout, après 1 an et demi de développement de réa, etc. Bref, et en gros, si tu racontes une histoire, c'est que tu la trouves passionnante et intéressante, sinon tu n'irais jamais passer 3 ans dessus, tu vois. Du coup, en vrai, ce qui est fort, et là où tu es un bon réalisateur, c'est que tu arrives à mettre les gens dans tes yeux et à leur dire regardez ma vision de cette histoire, comment elle est ouf. Et c'est ça qui est beau, tu vois. On en parlait de Drive. Drive, le scénario, tu le lis, c'est de la merde. C'est nul comme scénario. Mais la lumière, l'image qu'il a voulu raconter, la profondeur de cette histoire qui peut paraître nulle et basique, et ben c'est incroyable. Tu vois, par exemple, c'est nul, mais moi, un film que j'ai beaucoup apprécié.
je sais que si tu veux être réalisateur, t'es pas censé dire ça, mais parce que bref, c'est dernièrement Mad Max Fury Road là. Il est incroyable, je l'ai vu 3 fois au cinéma. Ah oui, au cinéma. Et une fois chez moi, 4 fois. J'ai vu 4 fois en tout. L'histoire est nulle, c'est un point A, point B, point B, point A. Ça n'a aucun sens. Mais ce qu'il en a fait, c'est la puissance, la profondeur de. T'es dans son œil. T'es dans son œil, exactement, c'est incroyable. C'est et en vrai, quand t'es dans une salle, en vrai, tu veux que je te dise pourquoi t'es dans la tête du. Oh putain. Tu sais pourquoi les gens ils sont dans la tête du stand-upper ? Non. Parce que quand tu leur parles, eux ils se voient eux-mêmes. Ouais. S'ils se voient eux-mêmes, c'est parce qu'ils sont dans ta tête. Et tu t'es censé leur parler d'eux, donc ils se voient eux-mêmes, donc ils sont dans ta teuté parce que toi tu les vois, bam, qu'est-ce qui se passe ? Je sors une mixtape le 12. mais non, mais c'est vraiment ça vrai quoi. On est sur de l'analyse assez juste, je crois, c'est exactement ça. Non, c'est exactement ça. Je vais proposer de toute façon ce podcast au chemin de la philosophie, donc je pense que nickel, voilà, écoute, donc il faut qu'on aille plus loin dans le deep. Non, en vrai réalisation, parce que par contre pas forcément de comédie. Absolument pas. Là, je vais réaliser bientôt mon premier court-métrage. Et ce sera pas une comédie. Absolument pas. Et la comédie t'attire pas dans ce sens-là. C'est un des types de films que je déteste le plus. Ah oui, ok. Ouais. Y a pas une comédie quand même qui t'a fait kiffer ou un truc Non, c'est vraiment un truc. C'est quoi ton film, par exemple, le film préféré? C'est un peu con parce que t'as dû en voir tellement, etc. Mais alors vraiment non, j'ai pas une culture cinématographique incroyable. Mais un film qui t'a marqué particulièrement pour le coup, c'est Mad Max. Tu viens d'en parler, mais oui, non, je le mets pas dans mes films. J'adore les. Ah bah alors figure-toi qu'un autre lien entre la réalisation, les films et le stand-up, c'est que je déteste quand les gens sont monocordes. Je sais pas comment dire. Ouais. Par exemple, je déteste les films où un méchant, il est méchant tout le film. Ok. Je déteste je sais pas si t'as vu Three Billboards. Ouais, bien sûr. Dernièrement. Bah tu vois, t'as un perso, je dirais pas lequel, qui est méchant pendant tout le film. Tu sais, il y a une ouverture entre. Je trouve ça incroyable parce que ça correspond tellement à la vraie vie. Mais ce film est dingue. Hein. Ouais, il est incroyable. C'est les nouveaux frères Coen pour moi. Ah oui. Et Coen. C'est entre Tarantino, Coen, Paul Thomas Anderson. Enfin, il y a tout. Allez le voir, vraiment, voyez-le. C'est vraiment bien. Et j'adore ce genre de film. J'adore les films où t'as une évolution. Psychique, je sais pas comment dire, t'as des questionnements métaphysiques, tout ça. Donc déjà, je déteste les films où le personnage est méchant et il restera, c'est binaire, soit gentil, soit méchant. Je déteste ça, manichéen, tout ça, je déteste. Et sur scène, c'est pareil. Je déteste quand un mec joue le bon gendre pendant tout le film et qu'il y a aucun moment où tu sens qu'en fait il est dégueulasse. Louis C.K. il joue il est autant le mec parfait qui a des idées super nobles et d'un seul coup c'est un gros fils de pute avec ses enfants. Tu sais pas pourquoi. Et c'est parce que c'est ça la nature humaine. C'est que c'est pas une corde. La nature humaine, c'est une fluctuation et c'est beau. Hier, tu vois, je suis allé voir le spectacle d'Alex Lutz, là, le nouveau. Ouais. Et à un moment, je trouve qu'il y a une phrase qui est tellement belle. Il dit un rire, c'est ha ha ha. Et il dit c'est pas en continu parce qu'entre chaque A il y a des larmes, il y a des pleurs, il y a de la souffrance, il y a de la joie, il y a tout ça entre des rires. Et il dit le rire c'est une syncope, c'est plein de petits moments séparés et c'est magnifique. Et je trouve que un des autres trucs sur scène c'est que voilà, j'aime pas quand un mec est linéaire. Bref, donc déjà j'aime bien ces films là. Et un de mes films du coup préférés pour ce genre de situation c'est American History X. C'est le revirement, le changement d'état d'âme, c'est un mec qui se ressente sur son code moral. Ouais, je comprends. Donc voilà, j'aime bien ce genre de film. Et un autre film aussi qui est intéressant, c'est The Tribe de Miroslav Zlabotivsky. C'est genre un film qui était à Cannes en 2014. Ouais. Et c'est un film qui a été tourné j'ai entendu parler, que par des sourds et des muets, je crois. Et tous les comédiens sont vraiment muets. Et le film, il est en langage des signes, mais rien n'est transcrit. Il a pas voulu mettre de sous-titres, de trucs. Donc en fait, tu comprends pas, il y a pas de code. Tu dois arriver et essayer de comprendre juste ce qu'ils veulent transmettre. Et du coup, ce qui est ouf déjà, c'est que comme pour le stand-up, le mec qui veut tout le temps faire du lien, et chaque personne a une vision différente de l'histoire. Ouais. Moi par exemple, j'étais en mode mais c'est sûr que c'est son frère. Et lui t'es en mode mais non, tu rigoles ou quoi, c'est son amant. J'étais en mode il est gay. Mais non, il est pas du tout gay. Bah alors pourquoi c'est son amant? Et on discutait de ça. Et aussi ce qui est beau, c'est que c'est l'histoire d'un mec qui arrive dans un c'est le pitch, hein. C'est un muet qui arrive dans une sorte de merde, comment ça s'appelle? C'est une sorte d'établissement où il y a plein de muets un centre, je sais pas comment dire. Et genre c'est une sorte d'internat, pardon, un internat pour les muets. Et donc ils ont des cours et tout. Et en fait, il se rend compte qu'il y a un vrai réseau de prostitution, de drogue dans cet internat, et que s'il fait pas partie dedans, c'est un loser, un bolos. Et en plus, il est amoureux d'une des meufs qui est dedans. Et s'il fait partie dedans, c'est un des mecs puissants. Et du coup, il se dit est-ce que je deviens un enculé? Ou est-ce que et en fait tu comprends rien de tout ça parce qu'ils font que te signer pendant tout le film. Mais est-ce que par exemple t'as une première émotion cinématographique? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Il m'a fait un clin d'œil ce matin. Il m'a fait un clin d'œil genre tu peux le répéter, on peut faire semblant pour la caméra. Ok. Ce qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma, Louis Dubourg, c'est que quand j'avais 9 ans,
j'ai regardé, j'étais en vacances. Parce que c'est allé ouf cette histoire en vrai. Ouais, j'ai regardé genre Le Pianiste de Roman Polanski, parce que voilà, j'adore les violeurs. Ouais, voilà. Et petite blague que j'ai déjà faite tout à l'heure. Et je regarde le film et je vous le spoil malheureusement. Enfin, c'est une toute petite scène que je spoil, donc si vous l'avez pas vu, bouchez-vous les oreilles, genre vraiment 20 secondes. Il y a un moment où les SS arrivent, je crois, dans un bâtiment, ils demandent au gars de se lever et il y en a un qui peut pas se lever parce qu'il s'est handicapé et du coup ils le prennent et ils le jettent du balcon. Exactement. Et il meurt. Bref, et moi je me souviens que je m'épose sur mon lecteur de DVD. Je me lève, j'ai une rage en moi qui monte et là pour l'évacuer, je donne un coup de poing dans le mur et je me suis ouvert le poing. Et je saignais et tout, et pendant que je me mets de l'alcool comme un vieux teubé, je me dis, attends, analyse ce qui vient de se passer 2 secondes, Panayotis. Là, t'étais chez toi, t'es en vacances, il fait beau, tout se passe bien. T'as 9 ans, tu mangeais une glace il y a 2 minutes, et là tu regardes un film d'un mec qui parle pas ta langue, qui est un vieux, qui est pas de la même génération, qui a fait une histoire sur un pays qui te parle pas et une époque qui te parle pas. Et il a fait ce film il y a 10 ans. Avec des comédiens que tu connais pas, dans une langue que tu connais pas, il a mis ça sur un petit DVD, tu t'as acheté le DVD, tu l'as mis dans... Ça n'a aucun sens que ça crée autant d'émotions en moi. C'est le plus beau des vecteurs émotionnels en soi. Je me suis défoncé le poing avec un truc qui n'a aucun rapport avec mon cercle, enfin bref. Et genre quelques mois plus tôt, j'étais allé à l'enterrement de quelqu'un dans ma famille et je me souviens que j'arrivais à moins comprendre les émotions qui me traversaient que avec ce film. C'est vraiment pas d'autant comprendre, mais peut-être de le laisser, en tout cas tu l'as laissé s'exprimer. Ouais, c'était vraiment en fait et ce que j'adore moi autant avec le stand-up qu'avec les films, c'est que en fait ça fait écho. C'est que ça va faire écho différemment chez chaque personne. Par exemple, un des trucs qui m'a marqué, c'est qu'on avait vu un film quand j'étais petit peu avec ma famille et tous mes frères et moi sur une scène on était morts de rire et en fait ma mère elle était triste de cette scène et en fait c'est parce que ça lui a fait écho à un truc dans son passé alors que nous on était morts de rire. Enfin le mot faire écho, je trouve que c'est beau parce qu'il n'y a pas trop de prétention. C'est pour ça que moi vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est créer des échos, c'est-à-dire juste balancer un truc et dire j'ai vécu ça comme ça et de voir s'il y a quelqu'un qui fait moi aussi et que ça fasse écho en lui. Et c'est vraiment ça qu'on fait sur scène, c'est de dire bon bah voilà, je me suis coupé la jambe quand j'étais petit et là il y a un mec qui dit putain ça m'est arrivé aussi. C'est vraiment ça qu'on a envie, c'est créer un écho et je trouve que la réalisation c'est magnifique pour ça parce que comme je te disais, je trouve que c'est un des trucs les plus aboutis en termes d'art. C'est pas plus abouti que certains arts, au contraire, je dis pas ça, hein, je suis pas prétentieux à ce point par rapport au cinéma, mais je dis juste que c'est un regroupement d'énormément d'art. Quand tu vois les films de Wes Anderson, c'est de la peinture, il y a de la musique, il y a du montage, il y a du théâtre, il y a tout ça. En fait, si les arts c'était des lignes de métro, le cinéma ce serait Châtelet. Okay, bam. La mixtape le 12, je le répète, bam. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je suis encore une fois un peu impressionné entre guillemets par la clarté de la façon dont tu vois les choses, quoi. C'est bah ouais, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est effectivement, tu te laisses aller au truc que tu veux faire, c'est-à-dire t'as fait la télé un peu par hasard, après t'arrives au stand-up par Farid et en même temps par passion, et puis après tu sais que tu veux être réalisateur, et encore une fois le tout a même pas 20 ans, et moi je me dis quand même que, par exemple, on est d'une génération un peu différente du coup. Ouais. T'es peut-être à l'image d'une nouvelle génération qui est quand même aussi, qui fait beaucoup, quoi, qui est quand même très dans l'action, quoi, genre Enfin, moi, je sais que j'ai passé mes 25 premières années à penser au foot, aux notes que j'avais à l'école et aux meufs, quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'avais pas ce truc de... J'ai l'impression que c'est de plus en plus chez des gens qui ont eu accès à des outils qui te permettent de faire, en fait. C'est ça, en fait. C'est vraiment... comme je te disais, c'est vraiment... Je trouve qu'on a de la chance de faire partie de la génération où on peut sortir un peu la tête de l'eau et découvrir vraiment plein de trucs grâce aux réseaux sociaux, à Internet. À l'époque, je te jure que pour connaître le PIB de la Corée du Nord, fallait le vouloir. Maintenant, je le dis à mon portable, PIB de la Corée du Nord, et il me dit Pyongyang. Et ah oui, je peux le recaser. Maintenant, je peux faire genre, je savais depuis le début, alors qu'en vrai, je savais pas. Mais tu vois, c'est quand même incroyable. Et du coup, il y a ceux qui sont noyés par l'information, malheureusement. Et du coup, c'est des gens qui ont accès à tout, mais qui malheureusement se disent bon, bah du coup, j'ai pas besoin de faire. Et en vrai, j'ai ce côté-là aussi. Par exemple, chez moi, t'es jamais venu chez moi, non ? Non. Et bah, d'ailleurs, un de ces quatre, on va faire un Time's Up. Je vais inviter genre une quinzaine d'humoristes du Paname et on va faire un Time's Up que humoristes. Bah, je suis on va mettre que des noms, genre Louis C.K., Dave Chappelle, on va devoir les imiter, ça va être très marrant. Bref. Et genre. Et chez moi, j'ai une grande bibliothèque avec plein de bouquins. Je ne lis pas. Ok. Mais j'en achète plein. C'est drôle ça. Juste parce que de me dire, quand je veux, je peux me cultiver, ça me suffit. J'ai pas besoin de le faire. Ok. Juste de me dire, ils sont à portée de bras. Ça me retire l'envie de le faire. C'est marrant ça. Je te jure, juste j'achète un bouquin que j'ai envie de lire. Genre, j'ai vu le dernier Dave Chappelle, j'ai acheté Pimp, l'histoire d'un macro là. Je te jure, j'ai lu les 10 premières pages, je l'ai remis et dans ma tête, je me dis, je l'ai lu.
Pourquoi? Ouais, Juste parce que j'ai accès au truc. Et du coup, ma génération, j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi. On se dit, on a accès à tout ça, bon bah on n'a pas besoin de le faire parce qu'on l'a accès, on pourra le faire quand on veut. Et du coup, ce trop plein fait que tu peux te faire noyer. Je pense qu'il faut tu peux se faire noyer. Et la clé, c'est quand même de laisser tes émotions venir entre guillemets. Et c'est pour ça que la gestion des émotions et de côté artistique, créatif, c'est ce qui marche. Ouais. Parce qu'effectivement, je pense qu'aussi c'est une génération qui peut se faire baiser par effectivement le côté de on n'arrive plus à process nos propres émotions parce qu'en fait il y a trop de choses autour. Quoi. Par exemple, tu veux parler, enfin on en a parlé un peu en dehors de scène, mais toi tu veux commencer à parler un peu d'amour sur scène. Et c'est un mot qui est marrant parce que je sais plus à qui j'en ai parlé dans le podcast, mais c'est un mot que j'entends très peu. Sur scène, le mot amour, parce que ça fait peut-être nier, parce que j'ai peur d'en parler. On parle de couple, on parle de célibat, on parle de choses, mais le mot amour, la sensation d'aimer, tu vois, ce truc très irrationnel qui fait vendre des milliards de bouquins et des milliards de films dans le monde depuis la nuit des temps, quoi. C'est tout le monde parle d'amour plus ou moins quand tu deviens un génie. Pour des gens de votre génération, enfin même la mienne en tout cas, je pense qu'on est une génération un peu baisée de ce niveau-là. On n'accepte pas ces sentiments qui sont irrationnels et qu'on maîtrise pas en fait peut-être. Je pense qu'on a besoin de tout contrôler aussi. Mais je peux contrôler la température au degré près de chez moi. Comment j'arrive à ne pas contrôler mon amour pour Sylvie? Je te jure que c'est incompréhensible. Mais Sylvie étant un prénom fictif que tu viens, ou est-ce qu'on a un scoop au Le 7? Un scoop? Écoute, non pas du tout. Je vis une histoire d'amour avec Sylvie depuis 4 ans. Oui, écoute, Sylvie qui est. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est des sentiments qui font. Oui, c'est marrant d'ailleurs. Je crois que je vais le noter, le truc là de contrôler. J'arrive à contrôler mon radiateur. Pourquoi j'arrive pas à contrôler c'est drôle. mes sentiments? Mais oui, c'est ça aussi le travail de stand-upper. C'est dès que tu travailles tout le temps, dès que tu te dis un truc comme un teubé, tu t'analyses tout. Mais tu sais que j'y réfléchis, c'est une des raisons pour lesquelles je vais être célibataire toute ma vie, je crois, c'est qu'en fait. T'analyses tout le temps. Ouais, le problème c'est que la meuf avec qui je vais être, la pauvre, je vais noter et je vais trouver ça drôle au lieu de m'énerver et d'être au premier degré avec elle. Alors, figure-toi que ça c'est un truc que je travaille pour la scène, la gravité, le manque de gravité des humoristes. C'est que en fait, putain, faut qu'après on repense à revenir sur l'amour parce que c'est super intéressant. Mais genre, je suis persuadé qu'une fois qu'à partir du moment où t'acceptes d'être humoriste, donc en fait t'acceptes d'être humoriste, ça te tombe dessus et tu l'acceptes ou tu le refuses. Mais une fois que tu l'acceptes, c'est du travail 24/24 et t'analyses tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis en rendez-vous avec une meuf par exemple, un date, il y a un petit moi qui est en dehors du date et qui analyse la situation. Et pendant que je vis un truc, je me dis oh ça c'est marrant ça. Ou alors je me dis oh ça c'est nul. Alors que la plupart des gens juste ils disent bon là j'ai posé ma main sur ma cuisse, c'est bizarre mais pourquoi pas. Et en vrai non, la plupart des gens ils se disent rien. Et je te jure que une fois je faisais l'amour. Ça m'est arrivé une fois en 2004. Et non je sais, j'avais 6 ans. Une fois je faisais l'amour et je te jure que j'ai dit attends et j'ai noté un truc qui est passé dans ma tête. Non mais c'est bizarre hein. Non mais ça m'est arrivé très bizarre. En exemple effectivement par exemple, je me branlais moi parce que moi c'est plus ça ma vie. Je suis moins connu. Du coup, bravo. Les questions je fais l'amour pour Pana, ça devient je me branle pour Louis Dubourg. Mais en gros, pareil, j'ai pensé à un truc. Et mec, je me suis retrouvé à mettre sur pause sur le film de cul, à ouvrir les notes, à écrire un truc. Et à la fin, tu sais, je me retrouvais, tu sais, le caleçon au niveau des genoux, genre dans mon lit, je sais pas quoi. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de noter un truc. Et ça m'a fait la même chose de samedi. Je suis allé à une soirée pour la première fois depuis très longtemps où je fais très peu de soirées avec des gens en général. Tu vois, genre les soirées un peu normales, je sais pas un bon mot, mais voilà. Et j'y vais. Et en fait, j'arrivais pas à être dedans. J'écoutais des phrases du type. J'ai demandé il y a un mec qui a dit j'ai demandé à ma copine de vivre avec moi le jour de PSG Barça parce que je trouvais que c'était hyper symbolique de lui prouver que j'étais capable de pas regarder le match de foot et de la demander de vivre avec moi à la place. Et c'est normal que tu l'aies noté, quand je l'ai écouté, j'ai pas réussi à lui faire dis-moi plus. Je suis allé dans mon coin et j'ai fait ne pas regarder PSG Barça est une preuve, PSG Real est une preuve d'amour et genre je trouve ça incroyable et du coup je prends du recul sur tout et c'est horrible quoi. Prendre du recul sur ce manque de gravité, c'est aussi parce que en vrai on réduit comme on disait tout à l'heure, Woody Allen il disait que comédie égale tragédie plus time et de la tragédie plus du temps, et bien en fait nous on doit se rendre compte tout de suite, on doit retirer le temps. Pour nous la comédie c'est juste de la tragédie, faut que ça devienne ça pour nous. Et en fait tu vois le moment où quand t'es quelqu'un qui est pas humoriste, tu discutes avec tes potes et tu dis putain tu te souviens quand il y a 5 ans avec Madame Renard, oh c'était tellement marrant. Nous ça nous arrive tout de suite. C'est à dire que quand on vit un truc tout de suite on est mort de rire. Et je te jure que moi une fois je me suis fait engueuler par ma copine qui m'engueulait et en direct je me disais c'est marrant. Et tu peux pas en fait. Du coup on est des monstres. Je te jure qu'on est des monstres. La dernière fois le meilleur exemple qui est le plus bizarre c'est que ma maman, je lui envoie, tu sais des fois faut envoyer sa maman un ça va un peu au hasard pour lui montrer que je pense à elle et du coup je lui envoie ça va et elle me répond oui avec un petit smiley. Et genre une seconde après, elle m'envoie un message. Par contre, là, je fais la queue à l'hôpital car je suis tombé dans l'escalier.
Et je te jure que j'ai explosé de rire. Je me suis dit, c'est tellement marrant, en rupture. Elle me dit oui, et dans la foulée, elle me dit, ah, par contre, je suis à l'hôpital. Je dis, c'est une très bonne vanne. Et je rigole. Et là, je me dis, mais je suis un monstre. Ma mère est à l'hôpital. C'est horrible. Mais j'ai rigolé vraiment 5 secondes, juste parce que la tragédie, elle nous touche pas tout de suite. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué. C'est vraiment. Et d'un autre côté, ça sert pour plein de choses. Ça sert autant que ça dessert. Alors, ça dessert dans les relations humaines. C'est pour ça que souvent qu'on dit que les humoristes sont assez seuls. Je pense que c'est vrai. On arrive à traîner qu'avec des humoristes quasiment. Et d'un autre côté, ça nous sert parce qu'on arrive à comprendre un peu plus les rouages. Par exemple, on arrive à comprendre là où les gens veulent nous emmener. Quand on essaie de nous manipuler, on arrive à le comprendre un peu plus facilement, j'ai l'impression. Bah oui. On arrive à un peu plus tout analyser. C'est pour ça que, entre autres, j'arrive à comprendre un peu plus ma petite vie. Comme on en discutait, tu me disais que j'avais une clarté dans ce que je pense, de mes propos, etc. C'est juste que j'analyse beaucoup ce que je vis maintenant. Dès que je vis un truc, dès qu'une émotion me traverse, je me pose et je me dis, ok, analyse là, et je l'analyse. C'est pour ça que j'arrive à comprendre. C'est que je crois que c'est hyper simple parce que moi, je m'intéresse, on reparlera de l'amour évidemment, mais je m'intéresse beaucoup moi à la médecine orientale et à ces choses-là, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de accepter ses émotions et les analyser ensuite et les laisser passer. En tout cas, je pense que c'est une force à terme en fait. Ça permet vraiment d'être plus serein dans ta vie et même si effectivement après socialement ça devient difficile parce qu'en fait. Mais c'est être dans l'instant présent aussi. Être dans l'instant. C'est vraiment ça. Ouais, exactement. On en parle beaucoup. À une époque, genre mon grand-père il plantait des patates. Bon bah quand il plantait ses patates, il disait bon bah là je plante des patates. Ouais, il pense pas. Nous on fait un truc et on se dit putain dans 10 minutes j'ai un rendez-vous. Oh, putain le mec il a dit ça et on repense soit à ce qui vient de se passer, c'est-à-dire qu'on est soit dans l'analyse, soit dans c'est à la fois sain et pas si sain que ça. Mais par contre, une fois qu'un truc est clos, de faire les pour et les contre de chaque situation ou autre, je suis pas sûr que ce soit négatif, tu vois. Ah bah justement, c'est la théorie de l'historien, c'est-à-dire que les historiens, ils attendent qu'un événement soit terminé pour l'analyser, quoi. Parce que tu peux pas le faire dans le jus. Mais nous, malheureusement, les humoristes, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire dans le jus. Et du coup, quand t'as un sentiment aussi ouf que, entre guillemets, l'amour qui arrive, là, ça devient un truc, effectivement... putain, t'arrives à rebouquer. Ouais, t'inquiète, je suis un professionnel. Non mais alors, mais c'est beau, hein, c'est magnifique. Mais tu disais que tu sais que j'ai envie de parler de l'amour et tu me disais c'est pas un mot qu'on entend beaucoup sur scène. Toi je sais que t'en parles aussi un peu de l'amour. Minimum. J'ai vu un truc sur l'amour. C'était bien. Mais genre c'était marrant en plus. C'est là où dans la foulée je suis venu voir, j'ai dit mec, je me suis ok parce que c'est entre nous. Ok, ça vous regarde pas. Les gens qui écoutent le Café au 7, ça vous regarde pas. On a le droit d'avoir notre vie en privé aussi. Ça a été un moment de notre vrai départ finalement. Oui, exactement. Mais depuis on s'est sucé. Mais genre et en fait, on a l'impression que beaucoup de stand-uppers parlent d'amour, mais en vrai, ils parlent de couple, de relations hommes-femmes, etc. Parce que souvent, j'ai l'impression que les stand-uppers parlent des conséquences et pas des fondements. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils parlent des aboutissants et pas des départs ou de la genèse d'un problème. Et ce qui m'intéresse vraiment, personnellement, c'est parler de la genèse de tout. J'adore par exemple, quand on parle des voitures, j'ai besoin de comprendre c'est qui le mec qui a inventé la voiture. C'est toujours ça depuis que je suis petit peu. Et du coup, ça c'est intéressant parce que ça te permet justement de découvrir les contradictions qui te permettent d'être drôle. Mais d'où ça part, c'est super important. Et du coup, par exemple, de parler de l'amour, je te jure, je m'en fous de dire. Et quand t'es en couple, ta meuf, elle est pas trop relou quand elle utilise tes cotons-tiges, je m'en bats les couilles. Je te jure, je m'en bats les couilles. Par contre, d'expliquer pourquoi à ce moment-là, tu tombes amoureux, qu'est-ce qui se passe en toi, quelle est la genèse de tout ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Et je trouve que de parler des fondements, c'est plus intéressant pour créer un écho chez les gens que de parler des aboutissants. En tout cas, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé aussi. Et en tout cas, l'écho sera plus puissant. Et si tu regardes, du coup, quand tu travailles ton texte sur l'amour là en ce moment, c'est quoi les premières insights qui te viennent quand tu penses à ce sujet? Alors déjà, ce qui est compliqué avec moi, c'est que en vrai, je suis quand même assez jeune. Du coup, je comprends pas vraiment tout ce qui me traverse encore vraiment par rapport à ce sujet. Surtout que j'ai beaucoup de retard. Moi, j'ai jamais vraiment été. Quand j'étais à partir de mes 15 ans, j'étais occupé tous les week-ends, tous les trucs. Donc, socialement, je suis un peu retardé déjà. Et surtout, avec les meufs, j'ai encore, je te jure, je traite vraiment les meufs et mon rapport aux meufs, etc., comme un gamin de 15 ans. C'est-à-dire que bon, bref, donc déjà, pour ça te rassurer, moi aussi, je crois. Ah merde, bon, parfait. Donc, mais ça, du coup, c'est un premier souci. Mais par rapport à ce sujet-là, mais ce qui m'intéresse de travailler là-dedans, c'est que je me suis rendu compte que je tombais amoureux assez facilement. Mais que je savais pas me mettre en couple. C'est ce que je dis un peu sur scène. C'est-à-dire que je sais avoir un sentiment envers quelqu'un, mais je sais pas prendre ce sentiment et l'étaler sur plusieurs années comme on faisait à l'époque. En fait, moi j'ai une théorie là-dessus, je pense que tu es à peu près comme moi, c'est que en fait, moi j'ai une théorie, c'est que je pense que je suis un excellent petit copain les 2 premières semaines et après 2 ans.
mais que tout ce qui se passe au milieu, je panique. C'est trop tôt, trop tard, je suranalyse, je vais mal, genre ça machin. Donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais, peut-être. Moi je suis resté maximum 9 mois, 9-10 mois avec une meuf, donc je saurais pas. Elle a eu son bébé et puis c'était fini quoi. Puis elle est partie. Ouais, puis, non, elle avait la ménopause. Donc, oui, voilà. Ok. Mais tu vois, par exemple. Un des trucs que j'ai, tu vois, par exemple, c'est là où Adib il me dit toujours putain, ce que tu racontes sur scène, t'as envie de le raconter en film. Et je dis oui. Genre, je réfléchissais et je me disais, tu sais, l'ancienne génération, très tôt, ils se mettaient en couple à 20 ans, etc. Et ils fondaient leur famille. Et j'arrive pas à comprendre ce truc-là. Et en fait, je réfléchissais, je me disais, si tomber amoureux, c'est l'équivalent d'un gamin de 4 ans ou de 6 ans qui craque une allumette. C'est magnifique tomber amoureux. T'es dans le noir, tu t'illumines d'un seul coup. Et quand on était gamin et qu'on craquait une allumette, on avait tous ce moment où on regardait l'allumette et on se disait c'est magnifique. Et c'est beau tomber amoureux, c'est beau. Mais très vite, l'allumette, elle fait que chuter. Ok ? Très vite, faut en faire quelque chose de cette allumette. Et c'est ça, l'amour, c'est prouvé scientifiquement que c'est qu'une courbe qui descend. L'amour, tu vivras jamais un truc aussi puissant que les premiers moments, les premiers instants. Du coup, là où l'ancienne génération elle était forte, c'est que dès que l'allumette était craquée, ils se disaient vite et ils allumaient une bougie, un truc un peu plus pérenne, tu vois. Et ils essayaient en fait, ils mettaient leur énergie dans essayer de construire un truc qui va durer, essayer de transformer la personne, ou essayer de se transformer soi, ou essayer de transformer son sentiment. Parce que l'amour, ça dure pas. Les gens qui sont en couple 20 ans, ils sont plus amoureux. C'est plus le bon terme. Ils sont amoureux différemment. Moi, par exemple, j'ai vu mes parents ou j'ai vu mes grands-parents se réinventer à certains âges en mode étonnant. Genre, ah putain, vous êtes amoureux en ce moment, j'ai l'impression. Exactement. Mais en fait, du coup, c'est ponctuel. L'amour, c'est vraiment ponctuel. Soit t'es amoureux, soit tu l'es pas. C'est binaire. Et c'est ponctuel en plus de ça. C'est vrai que c'est binaire. Et je te jure. Et il y a des moments, par contre, où t'as une complicité. C'est différent. Donc, bref, l'ancienne génération, elle était forte pour très vite, avec cette allumette, allumer une bougie. Et c'est-à-dire transformer ce sentiment amoureux en autre chose. Une complicité, etc. Parce que l'amour, ce qui est beau aussi dans l'amour, c'est que c'est imprévu. C'est que tu peux pas prévoir, c'est que t'as un truc d'instinct dans l'amour. T'as envie de faire des choses que tu comprends pas vraiment. Et d'un seul coup, ta meuf, elle te dit bah faut qu'on ou toi, tu dis faut qu'on emménage ensemble, faut qu'on pense à ça, faut qu'on aille chercher le gamin Thibaut à la crèche. Et du coup, d'un seul coup, c'est plus de l'amour. Tu dois calculer les choses, c'est différent. Et notre génération, j'ai l'impression que comme des teubés, on s'éclaire à l'allumette. On fait que de craquer et de se dire, en fait, on met notre énergie dans essayer de trouver la bonne personne. Alors que c'est ouf de se dire, mais il n'y a pas de bonne personne. J'en suis certain, moi, qu'il y a pas. Moi, je suis sûr qu'il y a juste des gens avec qui. Enfin, moi, mes grands-parents sont 64 ans ensemble, genre sur la base d'un bal, quoi. C'est bien passé, quoi. Mais c'est juste, en fait, c'est pas la bonne personne. C'est une personne. Mais tu l'as rendue bonne. En fait, tu l'as rendue bonne à tes yeux. Tu as su comprendre ses défauts, tu as su truc. Alors que nous, on a grandi dans la génération, on a vu tous les films américains, tous les trucs qui nous disent la génération avec ton pouce, tu trouves ta meuf, ça n'a aucun sens. C'est ton pouce qui t'aide à chercher, ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est ça dont je parle sur scène, c'est que on sait pas transformer nos sentiments. On sait juste les vivre et on sait même pas les dompter. On sait juste faire Stéphanie, je t'aime bien, oh bah ça y est, c'est parti. Bon, bah voilà. C'est juste ça qu'on sait faire. Ça. Et c'est vraiment ça que j'essaie de raconter sur scène. Et entre autres, cette métaphore là que j'arrive pas à inclure pour le moment dans mon set. Mais j'aimerais vraiment l'inclure, qui n'est pas une métaphore marrante, mais je m'en bats les couilles, j'ai envie de la dire aux gens. Et entre autres, un jour, je sais que j'en ferai peut-être un truc au cinéma. Donc c'est vraiment, je te jure que les thèmes que j'aborde sur scène, là, j'ai écrit beaucoup sur le suicide. Le premier court-métrage que je vais réaliser bientôt, là, c'est sur le suicide. C'est un 20 minutes sur le suicide. Donc c'est fort, ça, comme sujet, ça. Ouais, ok. Ouais, mais c'est un sujet qui nous parle beaucoup. Moi-même, j'ai eu une petite période de dépression vraiment même assez forte qui aurait pu se terminer par un suicide. Ça s'est arrêté juste à temps. Et dans ma famille, tout le monde a plus ou moins essayé de se suicider ou a tenté de se suicider. Ma grand-mère s'est suicidée, mon oncle. Bill Burr, quand il parle de suicide, Bill Burr, et qui dit j'espère qu'un jour j'aurai le cran de faire ça moi aussi, en parlant d'un mec qui s'est suicidé. Il y a un côté dans le suicide qui est choisir soi-même son départ à un certain moment. Il faut que ça soit le bon moment quand même, parce que c'est souvent quand même. C'est la nuance entre soit c'est très courageux, soit c'est très lâche. Exactement. Il y a vraiment les deux pensées. Moi je suis dans un entre-deux. En vrai, j'ai pas d'avis. Mais du coup, tu veux lancer un court-métrage dessus parce que t'as pas d'avis tranché sur le sujet, justement, à mon avis, et que du coup ça va en créer quelque chose. J'ai fortement envie de te pitcher mon court-métrage et je te le ferai en dehors du micro, mais je te raconterai que c'est exactement ça. En fait, c'était une période où j'hésitais entre abandonner ou continuer. Et du coup, j'ai décidé de créer deux personnages qui représentent les deux visions que j'ai de cette question-là. Quand j'ai commencé à l'écrire quand j'avais genre 18 ans, un truc dans le genre. Donc c'était un an. Et j'étais vraiment pas bien. C'était vraiment une période de totale dépression pour moi. Et j'avais plus aucun repère. J'arrivais pas à comprendre ce qui me traversait. C'était horrible. Et en vrai, 18 ans, c'est l'âge horrible où t'es plus un gamin. Et t'es pas encore un adulte, juste tu es et tu erres et tu sais pas ce qui se passe. T'as pas eu un 18 ans entre guillemets normal non plus. Non mais c'est très bizarre. Et du coup, j'étais dans ce questionnement là entre est-ce que je continue ou est-ce que je m'abandonne. Et je me suis dit ok, essaie d'écrire une confrontation entre un gars qui tient dur comme fer à la vie alors que peut-être faudrait qu'il abandonne, et un gars qui
veut abandonner alors que peut-être qu'il faudrait qu'il tienne, et de les faire se rencontrer et de voir comment ils dialoguent. Et en fait je te jure que d'écrire ce court-métrage, ça m'a vraiment aidé à prendre ma décision et qui a été la décision de évidemment continuer à vivre, mais du coup ça m'a vraiment permis de faire un bilan. Et cette histoire-là, je me suis dit, au début je l'ai vraiment écrit pas en pensant à un court-métrage ou autre, j'ai vraiment écrit pour mon bien personnel, et je me suis dit peut-être que ça peut créer un écho chez certaines personnes. Et en fait il n'y a pas de morale dans ce court-métrage, il n'y a aucune morale, mais ce qui m'intéresse c'est de juste pouvoir expliquer que en fait abandonner ou continuer, c'est pas deux décisions qui sont si éloignées que ça. En vrai, c'est les deux faces d'une même pièce. Et une pièce, on s'est connu pour switcher tellement vite de face. Exactement. Et du coup, tu peux être très fort et d'un seul coup très faible, ou très faible et d'un seul coup très fort. Mais quand t'es faible, t'es toujours un peu fort. Et quand t'es fort, t'es toujours un peu faible. Parce qu'au final, c'est la même pièce. Mais j'en suis sûr. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai envie c'est l'écho que j'ai envie de transmettre avec ce court-métrage. Et c'est un truc aussi que j'ai envie de raconter sur scène, avec évidemment beaucoup plus de blagues, parce que dans ce court-métrage, il n'y en a pas. Parce que t'en parles là, il y a aussi un truc avec notre génération, et ce qui transpire de ça aussi, c'est que notre génération aussi, elle doit apprendre l'art de la nuance, et que justement, dans la façon dont t'en parles, j'ai l'impression que tu fais parler des gens, quelqu'un qui soit a envie, soit l'autre a pas envie, et il y a ce côté nuance. Enfin, moi, je sais que par exemple, j'ai pas été si mal que ça dans ma vie moi, mais je sais que j'ai eu des périodes de remise en question fortes un peu, et je sais que j'ai commencé à aller mieux à partir du moment, c'est un truc que j'ai écrit à un moment donné qui m'a fait marrer quand je l'ai relu, mais j'ai commencé à aller mieux à partir du moment où j'ai commencé à aimer moyennement la vie en fait, et je pense qu'il y a de ça quoi, c'est moyennement, c'est tellement marrant, c'est tellement tiède. Ouais, c'est ça, c'est le côté de ça sert à rien de les mettre trop fort parce que sinon tu vas partir dans l'autre, c'est la porte ouverte en fait. Quand tu vas très 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 bien, la porte d'après en fait c'est d'aller très très mal, il y a pas mieux quoi. Et du coup je pense que la clé c'est peut-être, et je vois ce que tu veux dire dans ce côté de quelqu'un qui devrait mais qui a pas envie, l'autre qui a envie mais qui devrait pas, et la discussion c'est une discussion de nuance en fait, exactement, c'est les gens qui se retrouvent au niveau de la nuance. Alors le moment entre autres où j'ai décidé d'aller mieux, c'est que je suis très possessif dans la vie. Je pense que c'est par exemple, je peux te donner un exemple tout con, mais il y a une fille que j'étais à la soirée là il y a 2 jours, je te disais que j'étais à une soirée avec des potes, et il y a une fille qui est un peu une fille qui peut-être a voulu se mettre en couple avec moi, je sais pas. Et moi j'étais pas forcément pour, même pas, je lui ai dit assez clairement, on en a discuté, tout se passe bien, on se voit plus, et là elle était à cette soirée. Et juste j'ai vu un mec lui parler, et j'étais tellement possessif que j'étais en mode putain de merde le bâtard, alors que non, alors c'est toi qui voulais pas, cette fille forcément je l'aime pas, je l'apprécie beaucoup mais je l'aime pas, et bref, je suis très possessif, mais et du coup ça a commencé à aller un tout petit peu mieux dans ma vie quand j'ai appris à laisser les choses partir en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les choses elles viennent et elles partent comme elles sont venues en fait. C'est-à-dire que tu n'as aucun contrôle dessus. Tu peux d'un seul coup être très amoureux et d'un seul coup tu te fais prendre tout ça et tu peux rien y faire, c'est la vie. Du coup juste la seule solution c'est soit c'est parti, dans tous les cas c'est fait, donc soit tu chiales, soit tu te dis t'acceptes. Et en fait je crois que la vie, enfin ce que je pense de la vie, c'est ma vision, c'est que c'est une plage et que t'as les vagues qui viennent et qui partent, et du coup t'as plein de trucs qui viennent, qui partent. Quand l'eau elle est là, oh putain il fait froid, il fait chaud, truc. Quand il repart, il fait froid. Tu vois, t'as pas les mêmes sentiments, tout ça, ça vient, ça part. Et des fois, la vague elle va déposer un coquillage et il est à ton pied. Et là tu te dis putain c'est mon coquillage, regarde comment il est beau, c'est mon coquillage. Et là d'un seul coup il y a une vague, elle revient, elle le reprend et t'es en mode mais non mon coquillage. Et c'est pas ton putain de coquillage, c'est la vie qui te l'a ramené, espèce de bâtard. Juste kiffe, t'as les pieds dans l'eau, putain de merde, ok. Kiffe, juste dis-toi bah je suis à la plage. Et des gens ils sont à Noirmoutier, moi je suis à la plage, ok. C'est kiffant et c'est juste ça, et j'ai l'impression que c'est ça. En fait faut juste apprendre à apprécier ce que t'as, à aimer avoir les pieds dans l'eau. Exactement, c'est juste ça. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Et ça entre autres c'est un truc que j'essaie de travailler pour la scène, mais... c'est très intéressant parce que justement c'est un des derniers sujets qu'on pourrait aborder mais qui va très bien avec ça, c'est que à la fois apprendre à avoir les pieds dans l'eau, et à la fois un autre sujet qui tient à cœur et que t'aimerais en faire d'ailleurs je pense un espèce de, comment on appelle ça, de colonne vertébrale de ton spectacle ou d'un show que tu proposerais potentiellement, c'est l'intelligence artificielle, et aller vers de plus en plus de connexions et de plus en plus de digital entre guillemets. Et là il y a une espèce, justement, encore une fois je vais te recailler le mot dichotomie puisque maintenant c'est un mot qui est dans ton répertoire. Écoute, figure-toi que ça me fait plaisir, entre la volonté d'avoir les pieds dans l'eau et en même temps d'embrasser complètement ce monde où ça va plus être nos pieds qui seront dans l'eau, ce sera des trucs qui vont se sentir à notre place et qui vont nous envoyer, enfin tu vois ce que je veux dire. Et l'intelligence artificielle, toi comment tu l'abordes de ce côté là du coup, parce que je sais qu'on veut tous les deux en parler sur scène, et
Et moi, par exemple, j'en parle peut-être déjà comme un vieux con, mais moi, tu vois, voilà, quand Stephen Hawking il dit on a 1000 ans pour quitter la Terre parce que l'intelligence artificielle va nous bouffer, bah moi j'ai l'impression qu'on n'a pas tous lu le même article parce que moi ça me panique de ouf et que j'ai l'impression que les gens ils disent oui, bon bah voilà. Moi ça me panique énormément. Mais en fait, on a l'impression qu'on doit y aller. Je sais pas pourquoi déjà. Premièrement, tout le monde est en mode bah c'est inévitable. Mais oui. Pourquoi c'est inévitable? C'est nous on est en train de créer le truc qui potentiellement peut nous détruire. À tout moment on peut arrêter, mais juste on est en mode bah c'est inévitable. Mais non, c'est pas inévitable. Salope. mais bref. Mais parce que c'est marrant juste pour grossir d'ailleurs avec l'intelligence artificielle et tout, hein, pour préciser un peu, mais il y a ce côté de vous êtes quand même là toi t'es clairement, moi j'ai échappé un peu ça dans ma jeunesse plus jusqu'à mes 15-16 ans, mais toi t'es dans une génération où on t'a dit qu'il fallait sauver la planète, qu'on allait se faire bouffer par des robots, que la politique, par exemple, je vais parler un peu de politique avec toi aussi. On est dans une génération où tout le monde me dit que des pitchs de films. C'est exactement que ça, des pitchs de films de Nolan. C'est exactement ça. Et du coup, comment tu gères, par exemple, tu vois, un truc con avant de finir sur l'intelligence artificielle peut-être, genre je voulais en parler un peu avec toi, t'as voté du coup pour tes premières élections récemment, non? Ouais, exactement. T'as eu le droit de vote? Ouais. Comment, moi je me souviens moi j'ai un truc politique, j'aime regarder des documentaires politiques, j'aime m'intéresser à ça, j'aime savoir un peu, parce que je pense qu'une société où la politique n'est pas là où elle devrait être, c'est une société qui va partir en couille à un moment donné, parce que c'est important à un moment donné de s'intéresser à ce truc, mine de rien, même si ça paraît chiant et même si c'est un mot aujourd'hui qui a l'air d'être un gros mot. Toi, comment un mec de 19 ans qui a voté pour la première fois En Marche, j'imagine, ou Blanc, mais en tout cas pas, à mon avis pas Le Pen, non, j'ai voté Le Pen, ouais. Ah, voilà. Ouais, vas-y. Donc j'ai les trucs que je voulais, merci, on peut arrêter là. Salut, Parfait, merci beaucoup. Je travaille pour Morandini Buzz, écoutez. C'est bon, on a l'info, il a voté Le Pen. Je rigole, hein, quand il y a des gens très premier degré, je n'ai pas voté Le Pen. Non, bien calmez-vous. sûr. Non, bien sûr, calmez-vous tous. Du coup, toi, quand tu votes à ce moment-là, tu sens que tu fais un geste citoyen ou t'en as rien à branler? Alors, je réfléchis par quel bout prendre cette question parce qu'elle est très complexe. Elle est complexe, mais parce que j'ai très peu d'intérêt pour la politique. Ouais, voilà, ok, ça m'aide. En fait, je crois que ça vient du fait que moi, je crois en l'individu, mais je crois pas en la masse. Mais comment tu veux créer une société d'individus? Bah alors, j'y arrive justement. En fait, la masse pour moi, elle est débile, elle est bête, mais la masse, elle est dirigée comme un troupeau par un chien. Elle est dirigée par un individu. C'est pour ça que je crois en l'individu. Du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les politiques, parce qu'ils veulent que la masse vote pour lui. Du coup, l'individu politique qui va se présenter, en vrai, c'est la masse. Il représente les ambitions de la masse. Du coup, pour moi, c'est juste la masse sous forme d'une personne. Du coup, je déteste ça. Là où je vais plus croire, par contre, à des gars qui vont essayer de... Tu vois, déjà, tu regardes toutes les révoltes, toutes les plus belles choses qui sont arrivées dans le monde, Martin Luther King, Gandhi, tout ça, c'est des individus. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé, c'est un mec qui a su orienter la masse dans le bon sens. Et c'est ça la bonne direction. Ça part de l'individu. Attends, je termine ce point-là parce qu'il est un peu complexe et je sais qu'il a beaucoup à nuancer. Hein. Vas-y. Mais en gros, ce que j'aime beaucoup, là où Gandhi, Martin Luther King, je te donne des gros noms, mais t'as des mecs aujourd'hui qui le font. Un des premiers gars qui a dit non, on veut pas d'aéroport. Comment s'appelle Notre-Dame-des-Landes là? Un des premiers gars qui a dit on veut pas d'aéroport. Il a réussi à convaincre la masse et au final il n'y en aura pas d'aéroport. Et j'adore quand ça vient dans ce sens, quand ça vient de l'individu vers la masse. Par contre, là où j'aime pas trop la politique et ça où ça m'intéresse pas, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes politiques. Je dis beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est une majorité, mais t'en as qui sont très bien. Hein. Bah, c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est la masse qui les influence. Évidemment. Pour que l'individu représente ce que la masse veut. Alors que non, il faut que ça parte d'une envie profonde de l'individu et qu'il arrive à motiver la masse. C'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est ce travail de corps à corps. Du coup, la politique ne m'intéresse absolument pas. Ouais, je pense qu'elle t'intéresse pas aussi parce que, et moi, c'est parce que je me suis... Enfin, en t'intéressant à Martin Luther King, à Gandhi, je pense que Obama, si tu regardais 2-3 discours clés, ça serait passionnant parce que moi, je connais tous ses discours par cœur et c'est passionnant. Et c'est parti de l'individu, ce mec-là, et justement, avec la nuance, comme tu dis, c'est à nuancer, mais moi, la nuance que je pense importante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça touche moins la politique et que ça devrait toucher plus. Je pense que les bons politiques et les vrais leaders, c'est des gens qui, à un moment donné, regardent la masse et te disent, sans condescendance, et disent ok les gars, on est dans une période où le monde a beaucoup changé, on est en train de gérer la politique comme le RPR géré en 1995 alors que c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Donc on va peut-être injecter un peu de technologie, on va injecter un peu de démocratie, on va injecter un petit peu d'individualisme, on va peut-être décentraliser pour qu'on puisse faire de la politique. Moi je crois beaucoup à la politique de proximité, c'est-à-dire aider la personne qui est à côté de toi. Je crois beaucoup à ça. Ouais. Et du coup je pense qu'aussi on n'a pas de gens assez brillants, peut-être que Manu Lez, l'histoire dira après. Peut-être qui Manu Macron, on sait pas après, je sais pas ce qu'il fera de son quinquennat, j'en ai aucune idée. Ça me fait trop rire parce que moi ma phrase d'ouverture sur scène c'est je demande si les gens sont en marche et les gens ça les fait rire juste de s'imaginer en marche quoi, parce que mais du coup moi je pense que il manque à cette masse et à machin un côté de
allez, on y va tous ensemble parce que je pense, j'y crois quand même. C'est l'idée qu'il a voulu transmettre. Ouais, mais il a pas réussi quoi. Il t'a pas eu. Ouais. Toi, t'as voté sans ambition. Ouais, je l'ai normal, fait, moi non plus. Par sentiment de Moi, devoir, j'ai voté contre Le Pen. Comment ? J'ai voté contre. Moi, mon plan depuis le début, ça a été voter blanc au premier tour contre Le Pen au deuxième. Alors moi j'ai pas voté blanc en premier, mais j'ai voté contre Le Pen. C'est bon. Mais oui, mais toi t'as pas voté blanc en premier parce que tu t'es fait convaincre par Benoît et que tu t'es dit allez, un petit vote pour Benoît, ça fera bien dans l'urne. Non, on n'en parle pas. Non, bah non, mais tu veux pas en parler. J'ai pas voté Benoît non plus. Ah, ok. J'ai voté Artaud. Non, pas du tout. Non. Non, mais après, moi j'ai voté Laguillier pour. Non, c'est pas vrai. Non. Ok. Non, au gros, ok. Donc, bon, bref, la politique, c'est un sujet très très flou pour des gens de notre génération. Et justement, injecter. Enfin, je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que la clé. En fait. J'ai l'impression que les gens qui nous dirigent. En vrai, déjà. Le truc qui m'énerve avec la politique, c'est qu'il faut les remettre à leur place, ces bâtards. On est une société, à un moment on a tellement grossi qu'on s'est dit ok, on peut plus gérer nous-mêmes, parce qu'à la base c'était juste des boulangers qui disaient pendant que je fais du pain tu peux garder ma fille, c'était ça. Et à un moment il y avait 14 boulangers et 14 babysitters, c'était impossible de tout gérer, du coup ils ont dit bon, on va mettre un gars qui va gérer ça pour nous, et c'est là où le politique a été créé. Bref, mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils se prennent pour qui ces enculés. Franchement, si la société c'est une maison, les politiques c'est les architectes. Ok, maintenant la maison elle est un peu constituée, laisse-nous tranquille espèce d'architecte. Tu nous as juste construit la maison, c'est nous qui l'avons payée, c'est nous qui payons pour tout ça, c'est notre maison, on est les habitants de cette maison, toi t'es juste le putain d'architecte. Pourquoi tu viens autant influencer tout? Pourquoi dès que j'ouvre les news, pourquoi dès que j'ouvre Le Monde, c'est que des articles sur la politique? Pourquoi on parle que de la politique? La politique c'est là pour réglementer le monde. Pourquoi on parle pas du monde? La politique c'est un truc qui est là pour régler, gérer le monde. Venez on parle du monde, venez on parle de ce qui se passe vraiment entre nous, d'un individu à un autre individu, plutôt que de parler de la masse à gérer comme ça. Et c'est comme ça que la masse a réagi. Tu crois pas que, parce que c'est marrant que tu dises espèce d'architecte, mais tu crois pas que aussi à un moment donné, en fait ils en parlent pas, mais la vérité c'est qu'ils gèrent des trucs de ouf et que, enfin tu vois, je dis ce que j'expliquais à Boone dans les podcasts juste avant, c'est que je suis en train de lire des livres géopolitiques qui me font encore plus peur pour calmer mes névroses, enfin c'est n'importe quoi, mais dans ces livres géopolitiques j'arrive à comprendre une espèce de complexité qui fait que en fait peut-être qu'ils gèrent ça, et peut-être qu'en fait on est à ça à chaque fois d'une catastrophe et qu'en fait il le gère plutôt bien, et que quand il parle à la masse en fait il parle effectivement de façon un peu débile, en mode bon bah il faut que je vous dise des trucs, mais la vérité c'est que ce qu'il gère c'est en ce moment c'est un truc, je sais pas non plus, c'est n'importe quoi. Je sais pas, on est dans la merde. Je sais pas, je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que du coup là on grandit vraiment. Ça aussi c'est par exemple un thème que j'aborde sur scène, c'est le fait qu'on n'accepte plus de mourir, que plus personne n'accepte de mourir, et que du coup on était 1,5 milliard en 1900 et que là on va bientôt être 9 milliards, ça n'a aucun sens. Alors que ça fait 200 000 ans que l'homme plus ou moins est là. Bref, et en fait c'est parce qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'épidémie. Maintenant moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui a eu 4 crises cardiaques cette année, il est toujours pas mort, et je te jure que si Dieu existe en haut il doit être. Mais les gars, je vous ai envoyé 4 messages clairs et précis, laissez-le partir un moment. Je fais quoi de plus? Ah, un infarctus? Quoi? Vous pouvez le soigner aussi? Génial, on change le cœur. Bah nickel, comment je les bute les gars maintenant? Bref, et du coup c'est vraiment un truc que j'essaie d'aborder sur scène. Et du coup on est de plus en plus, et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu la mauvaise solution qu'on prend, de se dire ok on va essayer de gérer les masses pour qu'elles cohabitent ensemble. Non, donner des clés pour que l'individu se gère lui-même, et je vous jure que ça ira mieux. Maintenant il y a beaucoup de gens qui se reposent sur la masse et qui se disent, par exemple, c'est quoi ce sentiment de se dire ah je peux jeter ma clope, c'est pas une clope qui va changer pour le réchauffement climatique? Bah si, parce que c'est chaque individu qui jette sa clope en mettant sa responsabilité sur le dos de la masse, alors qu'à la base c'est l'individu qui est le plus important. Venez, au lieu de parler de la masse, 50 millions de Français, 22 millions de Français, 12 millions de Français, 50% de chômeurs, 50% de... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Dis-moi juste, chaque individu, l'individu, c'est ça qu'il faut faire, et je te jure qu'on n'aura plus la même mentalité et qu'on jettera plus nos clopes au sol en se disant bah en fait je suis quelqu'un, et ce quelqu'un il appartient à un groupe de quelqu'un et pas à la masse. Et du coup si mon quelqu'un peut arrêter de polluer, bah je peux convaincre le quelqu'un d'à côté de le faire aussi, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'adore que ce soit les individus qui donnent une impulsion à la masse, plutôt que ce soit la masse qui conforte l'individu dans sa condition d'individu. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que la clé pour gérer le monde actuel, c'est de redonner de la force à l'individu, pas avec l'individualisme comme les réseaux sociaux peuvent apporter, mais juste de donner de la force et du potentiel à l'individu, plutôt que de le conforter dans le fait que ah vas-y, t'es noyé dans la masse. C'est ça mon point de vue sur la politique en ce moment.
Putain, bah écoute, mec, Panayotis 2022, hein, moi j'ai envie de dire. Hein, c'est parti, hein, genre on lance, t'es en costume devant moi là. Genre, absolument pas. Allez, putain, c'est vraiment un des trucs que je déteste le plus. On va terminer vite fait. J'ai pas envie de te mettre en retard. Bon, c'est déjà fait, donc t'inquiète. Hein. Alors, tant qu'à faire. Juste, je te dis une petite surprise ou pas? Ouais, vas-y. Mon rendez-vous il est un peu plus tard. Ok, je dis toujours genre une demi-heure plus tôt parce que je sais que c'est toujours la merde. Et vu que là il est bientôt 20, déjà, mon rendez-vous il est censé être dans 10 minutes et on n'est pas à Paris. Donc c'est sûr que j'aurais été en retard. On est quasiment à Paris. Oh non. si, on est à 5 minutes de Paris, ça va. J'ai donné l'adresse à Panayotis de là où c'était et tu t'es plutôt dit que je m'étais trompé dans l'écriture de ma propre adresse plutôt que c'était pas à Paris. Donné l'adresse. Putain, j'allais donner l'adresse, les gens seraient venus toquer et tout. Mais je l'aurais bipé. Mais non, mais on est il m'a donné l'adresse et je te jure, je regardais l'adresse et il y avait écrit Bagnolet sur mon Google Maps et je me suis dit bon, il a dû se tromper d'adresse. C'est-à-dire que pour moi, c'était plus possible que tu te sois trompé plutôt que ce soit Bagnolet. c'est trop drôle. Et si ça, c'est à quel point je suis devenu parisien. Bagnolet, ma gueule. Dernière chose, prochain invité au Café Lossette après toi, ça va être Yacine Bellous. Ouais, c'est assez cool. Et du coup, ce que j'aimerais commencer à faire, en plus je sais que tu l'aimes bien, etc. C'est est-ce que t'as une question que je poserai à Yacine Bellous en première question si j'oublie pas d'enregistrer? Ouais. J'en ai une, mais attends, je réfléchis. Ouais, tu peux prendre ton temps. Ouais. C'est la dernière question. Ah ouais, si, ça y est, j'ai une question. Est-ce que je fais genre je lui pose à lui? C'est trop mignon. Si tu veux. Et genre, regarde caméra. Nathalie, est-ce que tu étais contente quand je suis venu te chercher sur le parking du Super U? Ok. Yacine, est-ce que des fois tu te forces à limiter ton absurde pour essayer de pas perdre les gens, ou est-ce que des fois tu restreins ton cerveau, ou est-ce qu'au contraire t'as appris à le dompter pour que même quand tu écris, ton cerveau aille dans une direction qui va parler à tout le monde? Ouais, c'est hyper intéressant. Et ben, je lui poserai cette question en première question d'un Café Lossette. Et merci beaucoup. Je vais te demander de conclure ce podcast. Parce qu'en vrai, ça fait 2 heures qu'on parle. La vérité, c'est qu'on a parlé une demi-heure au début où j'ai oublié d'appuyer sur lecture. Oh oui. Première fois que ça m'arrive. C'était bien de le vivre ensemble. On l'a vécu ensemble et merci à toi d'être parti de plus belle parce que c'est toi qui, à un moment donné, quand j'ai vu que j'enregistrais pas, j'ai failli péter un plomb et tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit ça va aller. Et je te jure que tu m'as remis dans ma zone de confort, genre qu'on en parlait, mais vraiment j'ai eu ce côté de ok, bon, calme-toi. De toute façon, c'est fait, donc oui, non, mais t'as été très protecteur. Du coup, vas-y, ouais, non, je sais pas, bon, on n'est pas obligé de rien dire. De conclusion? Ouais, non, moi je pense que la bonne conclusion c'est venez les gars. Oh putain, ah oui. T'as des jeunes qui t'écoutent un peu, des gens un peu jeunes? Je sais pas. Trop bien. Bah écoute, ma grosse passion, moi, c'est de transmettre un conseil qu'on m'a donné. Dès que j'ai un vecteur pour parler, une tribune, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, parce que je suis pas légitime pour donner des conseils, bah, okay, moi je suis légitime juste pour les répéter. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est mon papa. Et, je suis revenu un jour avec ma première interview et comme on en discutait tout à l'heure, je montrais à chaque fois, tout dans ma famille, on montrait hey, regarde papa, j'ai fait ça. Et là je lui ai montré mon interview et il m'a dit bon, elle était pas ouf et tout, vraiment pas. Il m'a dit bon, c'est un peu de la merde là, hein, t'as loupé. Je lui ai dit oui, bon, écoute. Et il m'a dit écoute, tu travailles un bon coup, la prochaine fois ça ira mieux. Et je crois que c'est la clé de la vie. C'est quand ça va pas bien, au lieu de dire oh c'est pas allé, tu te dis bon, bah je vais travailler un bon coup et la prochaine fois ça ira mieux. Et en vrai c'est ouf de se dire que ça va toujours mieux la prochaine fois si t'as travaillé. C'est incroyable, je te jure que ça me rend fou. On est parti, travailler un bon coup et la prochaine fois ça ira. Merci beaucoup Pana. Rentrez bien de là où vous êtes. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.